Et je dis ça souvent, je suis catholique, et pour le coup, je dis ça souvent aux fidèles qui se plaignent du manque de prêtres, etc. Je dis, mais enfin, je dirais à un moment donné, occupez-les, vos églises. Oui, c'est ça. Je veux dire, occupez-les, vos églises. Faites-en quelque chose de vos églises. Je veux dire, arrêtez de toujours vouloir vivre quelque chose, un monde qui est passé, et de vivre dans le passé, mais ouvrez grand les portes de l'espérance et de l'avenir. L'administration européenne a totalement pris le pouvoir sur les élus. Les élus votent ce qu'on veut bien leur faire voter. Ils sont obligés de se lever pour applaudir ce qu'on veut leur faire lever pour applaudir. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas de contrôle démocratique sur l'Union européenne, et en particulier, il n'y a pas de contrôle démocratique sur les actes de la Commission et des administrations européennes. Et ça, c'est le cauchemar des démocraties. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Ça a mieux que les gaz lacrymogènes, là, hein. C'était compliqué, là. Franchement, compliqué. Pas si compliqué ça, mais quand même. Les tirs de mortier, tout ça. On est à l'Omerta. Jean-Luc est là. Très bien. Et moi, ce sera mon petit verre de rouge habituel. Merci. Voilà, petit verre pour commencer. Vous savez, on appelle ça le dernier verre. En fait, ça n'a rien de dernier. Parce que les derniers seront toujours les premiers. Mon illustre prédécesseur l'a déjà dit. Voilà. Et pour vous, l'Omerta, les fanatiques et les fans du dernier verre, merci de vous retrouver. On est toujours heureux de vous retrouver. Vous savez, on se retrouve comme ça les dimanches, à partir de dimanche, comme ça. Vous savez, vous arrêtez tout, hein. Vous arrêtez tout à 18h. Préparez votre verre. Petite mangeaille. Et puis, vous allez rencontrer des gens passionnants. Pourquoi ? Parce que c'est toujours comme ça dans un vrai bar. On rencontre des gens, on ne sait pas qui on va rencontrer. Nous, on le sait quand même. Et puis, voilà, c'est pour ça qu'il faut vous abonner à omerta.fr Média. Il faut que vous soyez là parce que on parle de tout, mais on ne parle jamais pour ne rien dire. Et vous verrez, on abordera tous les sujets et vous êtes évidemment très concernés, mais n'oubliez jamais la fête d'abord, la vie d'abord. C'est ça le plus important. Et alors, on accueille, et je suis très heureux de les accueillir, et c'est pas une figure de style, Virginie Dugeron, bonsoir. Bonsoir. Députée du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen, coordonnatrice et membre commission marché intérieur. Et je dois vous dire que Virginie Dugeron a quand même un mérite extraordinaire. Elle a fait beaucoup mieux que les travaux d'Hercule. Elle a essayé d'avoir Ursula von der Leyen en audience, Albert Boula en audience. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché, mais nous ne renonçons pas. Elle me le dit, et puis elles sont incertaines. Et elle ne renonce pas, c'est clair, on va en parler. Hervé Juvin, également député non inscrit au Parlement européen, conseiller régional Pays de la Loire, très important, hein, Hervé Juvin, le Pays de la Loire, et cofondateur du mouvement Les Localistes. On va en parler, justement. Vous savez, penser globalement, agir localement, c'était René Dubos, mais ça reste très, très fort. Fabrice Divisio, avocat, président du mouvement Rebâtir, et qui n'a pas vu Fabrice Divisio dans les médias, doit vivre à peu près au Kamchatka ou sur la planète Mars. Mais il a la parole, il a les mots pour dire sur les mots MAUX, et c'est très important. Et il est en train de terminer un bouquin qui s'appelle Victime de guerre, Et enfin, François Martin, qui est président du groupement
professionnel HEC Géostratégie, coprésident du pôle HEC, je dis pour ne pas. Et vous venez de sortir, François Martin, l'Ukraine, un basculement du monde, C'est ça. aux éditions Jean-Cyril Godefroy. On va en parler parce que l'Ukraine, la Russie, c'est toujours là, plus que jamais, hélas, là, et combien de temps, on ne sait pas. Et voilà, et puis notre pianiste Jean-Luc Candiotti, sans lequel il n'y aurait pas de bar. Parce que, comme vous le savez, un pianiste sans bar ou un bar sans pianiste, c'est Barbès sans Rochechouart, c'est Erckmann sans Chatrian et c'est Otis sans Piffre. Donc, voilà, il est là. Il va parler. Alors, Virginie Geron, vous arrivez de Bruxelles, là, et vous allez repartir à Bruxelles parce que toujours sur le pied de guerre. Tout à fait. Alors, où en est-on dans cette histoire? Parce qu'on entend des bruits très bizarres. On dit, il se dit que la Commission européenne aurait acheté, alors je ne parle pas des fameux contrats dont on veut savoir quelles ont été les conditions, mais qu'il y a déjà un nouveau contrat qui se prépare entre la Commission européenne et Pfizer. Est-ce vrai, pas vrai, ou ce sont des bruits? Alors non, ce n'est pas des bruits, effectivement. Il y a plusieurs canaux qui laissent à penser qu'il y a une continuité de la contractualisation avec Pfizer. Déjà avec nous, dans cette commission. Vous faites partie de la commission spéciale Covid qui se termine d'ici 10 jours. On a appris que, tout le monde le sait aujourd'hui, 4,6 milliards de doses, 1,8 milliard de doses commandées en dernier temps pour Pfizer. Au total, Pfizer, 2,4 milliards de doses. C'est important de rappeler les chiffres parce qu'au total, il y a eu un peu moins d'1 milliard d'injections dans l'Union européenne. Donc la question, qu'est-ce qu'on fait de ces doses? Ça a été en débat plusieurs mois. Donc il y a des milliards de doses ou presque en supplément. Alors aujourd'hui, on ne sait pas où elles sont, mais en tout cas, Pfizer ne veut pas lâcher l'affaire. Elle veut continuer, même s'il n'y a plus, vous avez bien vu, la 4e dose, ça a été plutôt un flop. La pandémie, on est plutôt sur la fin. D'ailleurs, l'OMS a déclaré qu'on n'était plus en état de pandémie. Mais Pfizer, comme elle a considéré qu'il y avait eu cette commande à un moment donné, elle veut continuer à déstocker, j'ai envie de dire. Donc, il y a ce premier contrat, nous, on l'a vu, d'ailleurs, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on fait partie de cette commission, et on nous a interdit de pouvoir parler de ces négociations avec une agence qui représente la commission, qui, elle, négocie avec Pfizer. Vous avez interdiction de parler de des négociations qu'il y a entre la commission et Pfizer. J'ai dû signer un papier comme quoi je ne devais pas en parler et je devais laisser mon téléphone à l'extérieur. Et à l'intérieur de cette réunion, membre du Parlement européen. Membre du Parlement, normalement je représente les citoyens, je représente aussi, et en plus, le Parlement, normalement, contrôle le budget. C'est ça notre rôle. Et donc, on nous a demandé ça, et on a appris qu'effectivement, Pfizer renégociait un contrat pour étaler les doses jusqu'en 2027 quand même. Elle ne veut pas du tout annuler les commandes, elle veut au pire, annuler les doses à 10 € la dose au lieu de 20 €. Alors c'est ça, attendez, j'ai appris ça. Ouais, c'est ça. On l'a dit. C'est-à-dire qu'elle, en fait, elle baisse les prix. C'est ça. Elle dit, vous n'en voulez pas, c'était à 20, on solde. C'est ça. Formidable. C'est formidable. Donc ça, c'est le premier contrat. Et là, on vient d'apprendre que Pfizer, en parallèle, elle est à négocier avec la Commission, que la Commission, pendant 4 ans, voire 8 ans, continue à financer, c'est très pervers, 325 millions de doses en capacité. En plus, vous voulez dire. En plus. Donc là, elle est en train de négocier cela, donc ce qui veut dire que la Commission sponsorise Big Pharma et notamment Pfizer. Et moi, je trouve ça hallucinant que, déjà en tant que député européen, on veut pas nous laisser la parole. Moi, je vous donne une anecdote. Quand j'ai tweeté juste après, au mois de janvier, sur les réseaux sociaux, comme quoi on avait demandé la levée des badges, parce qu'à un moment donné, Bourla ne vient pas 2 fois. On demande la levée des badges de Pfizer, puisqu'ils font du lobbying toute la journée au Parlement. Oui, parce que Pfizer, au Parlement européen... Ils ont leur entrée. Donc on leur a dit, pour essayer un peu de sanctionner et les moraliser un petit peu la situation, on demande la levée des badges. Ça, c'est au mois de janvier. J'avais tweeté, effectivement, le résultat des votes, puisqu'il y a une espèce de vote à huis clos. Et donc les seuls qui n'avaient pas voté pour la levée des badges, c'était les macronistes, Renew et PPE et LR. Et donc j'avais tweeté ça. Eh bien, dans le week-end, j'ai reçu un coup de fil de la part de la présidence via le secrétariat me demandant d'enlever mon tweet. Intéressant. J'ai enlevé une fois, mais pas la deuxième vidéo. Alors, je vais vous dire, j'ai appelé Ursula von der Leyen pour dire qui on dirigeait. Elle ne m'a pas répondu directement, mais elle m'a fait répondre par son secrétariat. Et elle a dit, écoutez, si vous voyez Virginie aujourd'hui, voilà ce que vous devez lui dire.
On a quelques problèmes. Vous savez, les PAD ne nous fournissent absolument pas tout. Hein. Et voilà ce qu'elle dit. L'important, c'est la dose. L'important, c'est la dose. L'important, c'est la dose, Virginie. Crois-moi. Et elle a ajouté aussi, donne-moi une petite dose, 2 petites doses, 3 petites doses, doudou. Donne-moi une petite dose, 2 petites doses, 3 petites doses, doudou. 4e dose, 5e dose, 6e dose, et tu verras, le virus partira. Voilà, c'était une note optimiste pour changer un peu, mais c'est quand même, non, revenons, soyons sérieux, c'est quand même assez préoccupant, ça. Hervé Juvin, vous êtes aussi député européen, et franchement, est-ce que dans tous les domaines, ou dans pas mal de domaines, ça se passe comme ça au Parlement européen? On a l'impression qu'au fond, oui, un Parlement européen, vous êtes élus, et c'est formidable, c'est très bien. D'ailleurs, en 2024, nous avons des élections au Parlement européen. Mais à quoi ça sert? J'ai entendu ce qu'a évoqué Virginie Geron avec les chiffres qui comptent, parce qu'on parle quand même de milliards de doses. C'est pas rien. Et multiplier ces milliards de doses par 20 €, même si c'est en solde à 10 €, c'est pas rien non plus. Et c'est quand même assez intéressant que le contribuable européen se rende compte de ce qui est fait en son nom, avec son argent, sans qu'il ait aucun droit de regard. Parce que moi aussi, en qualité de parlementaire lambda, j'ai demandé à aller voir les contrats. Il fallait abandonner le téléphone, il fallait signer le fait qu'on ne dirait rien, qu'on ne publierait rien, et les contrats étaient presque entièrement caviardés. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait voir des contrats, c'est des pages entières noircies. Vous n'avez rien à voir, n'allez pas chercher. Attendez, aujourd'hui, Alors, ça déjà, ça fait 1 an et demi. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un d'entre vous a vu les contrats dans leur intégralité? Ça n'a absolument pas changé. Ça pose évidemment une question, mais là, je laisserai Virginie Geron poursuivre. Est-ce qu'on n'est pas face à une des plus grandes escroqueries des 10 ou 20 dernières années? C'est évident. Parce qu'enfin, je rappelle simplement les chiffres du ministère israélien de la Santé, qui a priori n'est pas suspect d'anti-américanisme primaire et de complotisme secondaire. Le ministère israélien de la Santé établit clairement qu'aucun jeune et aucun jeune adulte en bonne santé n'est mort du SARS-CoV-19. Oui, de moins de 50 ans. Personne de moins de 50 ans. Ça a quand même quelques conséquences sur pourquoi a-t-on déclaré la pandémie, quels sont les intérêts privés qui éventuellement auraient quelque influence sur l'Organisation mondiale de la santé, et comment se fait-il que nos démocraties n'aient pas su réagir à temps. Mais je vais laisser cette question-là à Virginie Geron, qui en parlerait bien mieux que moi. Le vrai problème, moi je suis membre de la commission budget. Je peux donner quelques exemples. Le vrai problème, c'est que le Parlement est supposé contrôler notamment ce que fait la commission, et qu'en réalité, nous n'avons à peu près aucun contrôle. Et j'en prendrai 2 exemples. Sur les dépenses consenties au titre du Covid, avec les excuses de l'urgence, etc., évidemment que le Parlement n'a rien contrôlé. Il y a un autre cas où on ne contrôle rien. C'est évidemment les dépenses d'armement pour l'Ukraine. Bah oui. À quel moment est-ce que les citoyens européens, les contribuables européens, le citoyen français, le contribuable français a eu son mot à dire? À quel moment est-ce que le Parlement a eu son mot à dire? Alors, on a évidemment des séquences qui ressemblent davantage à des grands-messes, à des cérémonies d'unanimité, où tout le monde applaudit les courageux soldats ukrainiens, etc., qui se battent pour notre liberté, et tout le monde dit encore plus d'armes, sans se rendre compte quand même que ça veut dire encore plus de morts sur le champ de bataille. On n'entend nulle part le discours de la paix. Mais ce que je voulais souligner, et ça je pense que on est sur un des problèmes majeurs qui va apparaître lors des prochaines élections européennes, puisque comme vous le savez, le Parlement va être renouvelé en 2024, Absolument. C'est que nous sommes dans cet idéal des technocrates, c'est que l'administration européenne a totalement pris le pouvoir sur les élus. Les élus votent ce qu'on veut bien leur faire voter, ils sont obligés de se lever pour applaudir ce qu'on veut leur faire lever pour applaudir, et c'est à peu près tout. Il n'y a pas de contrôle démocratique sur l'Union européenne, et en particulier, il n'y a pas de contrôle démocratique sur les actes de la Commission et des administrations européennes. Et ça, c'est le cauchemar des démocraties. Quand les experts, quand les technocrates ou quand les administrations prennent le pouvoir, alors là, autant laisser le pouvoir à l'intelligence artificielle et aux algorithmes. Et pour dire clairement le mot, c'est vers ça qu'on se dirige. On se dirige vers un moment où nos démocraties, nos citoyens n'auront plus leur mot à dire sur rien. On sera dirigé par des algorithmes
qui feront d'ailleurs peut-être, je préfère le dire, qu'Omerta sera interdit, parce que je ne suis pas sûr qu'Omerta soit totalement dans la correction politique. Mais écoutez, Et bien, des algorithmes décideront qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle André Berkoff. Je ne dirai rien pour Virginie Joron, pour François Martin, pour M. Division, mais il y a des algorithmes qui diront, ces gens-là, il faut quand même couper le micro. Et C'est très vrai. clairement, ce qu'on voit au Parlement européen, c'est qu'on se dirige vers ça. On se dirige vers une Union européenne dirigée par des automates. alors, Fabrice Divisio, j'écoute Virginie Joron, on écoute Hervé Juvin, mais dites-moi, il y avait quelque chose qui, je crois, s'appelait, vous êtes avocat, s'appelle l'état de droit. Alors, est-ce que l'état de droit, aujourd'hui, c'est une espèce simplement de slogan et de clichés sur je ne sais quel fronton? Ou qu'est-ce qu'on fait pour se défendre là-dessus? Vous avez écouté? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? D'ailleurs, soyons honnêtes. Qu'est-ce que je dois répondre à ça? La vérité? La vérité, Ou bien sûr. effectivement, ce qu'on apprend en droit public. Moi, j'ai une formation en droit communautaire, j'ai une formation en droit public. Je suis issu de la grande tradition du droit public français, où en philosophie politique, on nous explique effectivement à quel moment on bascule en tyrannie, à quel moment les espèces de marqueurs. Si on respecte les critères de la philosophie politique, on les a tous franchis, les marqueurs. C'est pas moi Tous. qui les donne. Moi, je veux dire, on m'a appris qu'une concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul ou d'un groupe, sans contrôle des organes représentatifs de la démocratie, était la première étape vers la tyrannie, ou en tout cas, au sens philosophique du terme, le premier degré de la tyrannie. Et que, évidemment, on en franchissait un certain nombre progressif. Mais quand vous dites ça, on vous dit non. Bah oui, mais bon. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Virginie Joron, par exemple, c'est que, et ce que vous dites, ce qui est intéressant, vous interrogez le point de savoir, mais au fond, il y a qui derrière tout ça? C'est ça votre question. C'est qui est derrière tout ça? Mais on le sait qui est derrière tout ça. C'est plus un secret maintenant. On sait que derrière tout ça, il y a des cabinets de lobbying. On sait que derrière tout ça, il y a une république dans la république, si je puis dire, qui est la république des lobbyistes de l'armement dans un certain nombre de cas, des lobbyistes de l'industrie dans d'autres, et on voit bien qu'au fond, on a une Europe des lobbyistes, mais c'est un secret pour personne, puisque finalement, l'Agence européenne du médicament, pour faire simple, le bâtiment de l'Agence européenne du médicament a été construit par l'industrie pharmaceutique. Il y a une plaque devant. Ah oui, Vous ferez attention, il y a une plaque carrément. qui explique qui la Nous finance. avons payé la construction. C'est ça. Vous avez quand même un élément au sein de l'Agence européenne du médicament qui est extraordinaire, où vous avez la possibilité, quand vous êtes laboratoire pharmaceutique, que vous voulez une AMM conditionnelle, donc une AMM provisoire, Autorisation de mise autorisation sur le marché. sur le marché conditionnelle et donc provisoire par nature, vous avez effectivement, il faut remplir un dossier. Mais c'est pas facile, parce qu'il faut passer devant une commission. Et bien l'Agence du médicament vous propose, contre rémunération, de vous dire quelles sont les failles de votre dossier pour qu'il ait plus les de chances de corriger. succès. C'est un peu comme si le jury d'examen venait finalement, contre rétribution, dire à un étudiant, bah voilà ce qu'il faut que tu dises devant le jury, et je vais te donner les réponses pour que tu puisses satisfaire finalement à celui-ci. Tout ça, c'est plus du droit. Ce que je veux dire, c'est que mon métier à moi, ma vocation à moi, c'est précisément la défense du droit. Mais vous voyez bien que c'est plus mon métier, là. C'est à la limite un problème politique, et c'est le sens de mon engagement politique que j'ai pris. Mais de ce mouvement que j'ai créé, c'est à un moment donné de se dire, bah, si c'est plus du droit, alors c'est autre chose. C'est du ressort des philosophes, c'est du ressort des journalistes, c'est du ressort des politiques. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que les philosophes sont encore en confinement, que les journalistes, bah, il y a un couvre-feu, et que finalement les politiques ont piscine, ils ont sauté dessus dès qu'elles ont été réouvertes. Ça facilite pas les choses quand même. L'explication n'est pas simple, c'est vrai. Alors, François Martin, je vous ai vu opiner du chef, comme on dit. Bien sûr. Mais alors justement, dans ce que vous avez écrit, là, alors sur l'Ukraine, comparaison n'est pas raison, il ne s'agit pas de faire des parallèles qui n'en sont pas, mais quand même, est-ce que le narratif Covid n'a pas un peu une homothétie quelque part Bien avec sûr. le narratif Ukraine-Russie? Bien sûr, bien sûr. C'est la même construction politique qui était expliquée par les trois intervenants. La même construction politique et une conception qui est à la fois oligarchique et plutocratique. Plutocratique à cause de l'argent, oligarchique parce que c'est un petit groupe. Ce groupe, qui n'est pas identifié, fournit
le même genre de fonctionnement, que ce soit le Covid ou que ce soit l'Ukraine. On est dans le même système. Et il y a beaucoup de gens qui me posent la question en disant, mais pourquoi est-ce que nos gouvernements ne nous défendent pas? Et moi, j'explique dans la conclusion de mon livre qu'en fait, nous croyons encore dans un système démocratique, mais le problème, c'est que nous avons dérivé sans nous en apercevoir, parce qu'on est dans le système de la grenouille avec l'eau qui chauffe petit à petit, au lieu d'être plongé dedans, dans un système qui ne l'est plus aujourd'hui. Et je pense que nos dirigeants, dans leur tête, et ils ont suivi dans ce sens-là exactement, ils ont tiré les leçons du système technocratique dans lequel ils sont, et ce ne sont pas des dirigeants au sens où nous l'entendons, issus d'une démocratie qui nous représente. Nous pensons qu'ils nous représentent, puis on se trompe. Ils défendent le système, c'est-à-dire ils ne se disent pas. Je prends l'exemple. En 81, j'étais en Pologne, et Jaruzelski faisait envoyer toute la viande en Russie, et les gens mangeaient de la mortadelle et des patates bouillies, voilà, dans tout le système. Bon, et les gens étaient furieux, mais Jaruzelski se disait pas « Est-ce que je rends service à mon peuple en faisant ça ?» Il se disait « Est-ce que je fais ce qu'il faut pour garder ma place ?» C'est ça. On est dans un... Et nous pensons à eux en disant « Pourquoi ils nous défendent pas ?» Et eux, ils pensent « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour garder ma place ?» Ils sont dans un système pseudo-soviétique, en fait. Avec un système... Alors, vous rejoignez, alors c'est intéressant, voilà. Virginie... Donc ça produit la même chose, les mêmes genres de narratifs, même pravda. Parce que quand vous avez un pouvoir, le pouvoir s'exprime. Mais quand c'est une oligarchie qui s'exprime, elle a un pouvoir diffus. Donc elle n'a pas de système pour parler. Donc elle a besoin d'une pravda. Voilà, la pravda, alors justement, vous savez, Vladimir Boutkovski, l'ancien dissident soviétique, a dit quelque chose là il n'y a pas longtemps. Il a dit, vous savez, l'Europe, votre Europe, justement, eh ben, c'est l'URSS. Demain, ce sera l'URSS. Nous avons vécu votre futur. Ça l'est déjà. Virginie, oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, je voulais compléter votre musique par La vie en rose, par La vie en dos, parce que je trouvais ça pour compléter. Oui, on fera. Je rebondir juste pour compléter les propos de M. Divisio, de Fabrice. 86% du budget de l'EMA, c'est financé par les laboratoires. C'est très important, ça aussi, comme chiffre. Ça donne un peu la tendance. Et vous avez parfaitement raison, c'est ça. Chacun défend ses intérêts, chacun défend le pouvoir d'un côté et d'autre, les intérêts financiers. Et je vous donne juste cet exemple. Pfizer, quand on regarde le rapport qui va être voté dans une semaine, c'est le fameux rapport qui découle de cette commission Covid qu'on a eue pendant 1 an et demi. Le rapport de conclusion. La conclusion, les recommandations qui vont être donc données auprès de tous les États membres. C'est, quand on regarde de plus près le rapport, donc l'annexe 1, c'est la fin du dossier. Je pense que on ne va pas embêter les gens avec ça, mais c'est important de savoir que le premier qui est dans la liste, en visite, en réunion, et c'est d'ailleurs pour ça que moi, quand j'ai intervenu sur le sujet, je me suis dit, ça a été rédigé par un laboratoire, parce que c'est une ode à la vaccination, c'est une ode à l'Union européenne qui a fait tout bien, notamment avec ses contrats Pfizer. Donc il n'y avait aucune remise en question. Et donc quand on regarde cette annexe, le plus de visites, ça a été Pfizer. Et on se rend compte que la présidente... Le plus de visites. Il y a eu, donc en fait, ils sont en déclaration d'intérêt avec les lobbies. Et donc, ils sont obligés de le produire. Et donc, on voit que le plus, ça a été donc Pfizer. Et on se rend compte, alors là aussi, je suis assez fâchée parce qu'on nous a fait croire qu'ils convoquaient les représentants de Pfizer en commission et qu'il fallait après demander la levée des badges. Et on se rend compte que celles qui a vu le plus Pfizer sont les deux. C'est la présidente de la commission, 3 fois au mois de novembre. L'année dernière, juste après... Ursula von der Leyen. Non, la présidente de la commission spéciale Covid, non, de la commission Covid, la commission Covid, qui est une Belge, elle l'a vu 3 fois au mois de novembre, Pfizer, juste après, rappelez-vous, la série où la Jenny Small s'était lâchement ramassée avec le fait, quand on lui a posé la question, de savoir s'ils avaient fait le test pour protéger contre la diffusion du virus. Donc on se rend compte, et vous avez parfaitement raison, que finalement, il y a 2 mondes en fait. La commission avec... des qui fonctionnent en roue libre, qui fait ce qu'elle veut. Technocrates qui font ni politique, mais qui sont... Et en fait, ceux qui mènent la danse, c'est eux, c'est cette liste-là. Et on le voit dans le rapport. Les grands bénéficiaires de ce rapport, c'est le laboratoire. C'est Pfizer en premier. Là, en ce moment, comme je vous l'ai dit, on a vu qu'il y a une nouvelle négociation avec Pfizer pour
encore 8 ans. 8 ans pour Oui, c'est financer intéressant. encore les usines de Pfizer. Les 8 prochaines années, quoi. Voilà. Hein, donc c'est eux qui ont gagné. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. C'est Pfizer qui a gagné. Et pour répondre à votre question, effectivement, on se rend compte qu'il y a un autoritarisme de la Commission qui, elle, défend ses plats. Elle ne veut pas perdre le pouvoir. Hein, elle est très bien là. Elles sont en place. Madame von der Leyen veut revenir l'année prochaine. Hein. Elle se représente. Elle veut revenir, elle pense qu'elle va revenir. Donc, avec tous ces problèmes de manque de transparence, avec l'affaire quand même Qatargate, parce qu'on ne l'a pas oublié, mais ils s'en On n'en parle plus en ce on n'en moment parle du plus. Qatargate. Mais ils s'en fichent, ils veulent revenir, ils veulent garder le pouvoir. Et puis en face, vous avez ceux qui se placent, ceux qui récoltent les marchés. Donc vous avez Pfizer, vous avez aussi Microsoft qui va récupérer nos données de santé. Ça, c'est en train d'être mis en place. Donc vous avez ces deux mondes-là. Nous, on est là au milieu. On ne sert pas à rien parce qu'on a monté un petit groupe aussi en transversal avec d'autres pays. Et ce qui est intéressant pour répondre à votre question, donc effectivement, il a raison de dire qu'on est en train de monter dans ce nouveau communisme. Mais il y a des pays de l'Est qui se sont réveillés et qui aujourd'hui tapent du pied. La Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, ils veulent plus là. Quand ils ont vu ces nouvelles négociations avec la Commission où on leur dit 10 € la dose annulée, ils ont dit non, on veut plus. On sort de ces négos. Donc ça commence à bouger et politiquement on voit aussi qu'il y a une montée un petit peu des partis nationalistes qui suivent aussi ce dossier mine de rien et ça peut être une monnaie d'échange et je pense qu'effectivement les 6 prochains mois et là le fait qu'elle continue toujours en roue libre à négocier dans notre dos parce que là nous on n'était pas au courant qu'il y avait ces nouvelles négociations avec Pfizer. Je pense qu'effectivement, ça va faire du bruit. Et les pays de l'Est qui connaissent bien, ils ont vécu le communisme, ils ne lâcheront pas. En tout cas, c'est ce que dit Bukowski. Ce que vous dites. J'ai une petite anecdote qui va dans votre sens. J'ai passé 40 ans à faire du commerce international de l'alimentaire. Donc j'ai voyagé en particulier dans tous les pays d'Afrique. Je les connais tous. Et je me suis retrouvé un jour en Guinée chez mon agent qui était un Libanais pour négocier un contrat. Et donc, j'ai passé toute la journée pendant 3 jours parce que quand vous avez un Libanais qui fait du business avec vous, il ne vous lâche pas. Il vous met en face de lui et vous passez. Vous déjeunez, vous dînez, il ne vous lâche pas. Donc, j'étais là et je voyais défiler des types. Et il y a un type, il lui dit quelque chose et il me dit, tu sais ce qu'il m'a dit ? C'est le ministre de l'Industrie. Il m'a dit, je pars avec ces couturés, vide tes poches. Donc, il a pris de l'argent, il lui a donné. Un autre, il lui dit, il me faut des plans pour ma maison de campagne, etc. Un autre, il dit, ma fille fait ses études à Yamoussoukro, il faut que... Vide tes poches. Donc voilà. Et il y en a un, le ministre de l'Agriculture, qui est arrivé en disant, mes pneus sont pourris de l'intérieur. Alors il dit, voilà un bon pour 4 pneus, va chez mon frère, etc. Donc il a rincé pendant 3 jours. Et après, une fois qu'il a fait ça, il paye. Et après, il va dire, donne-moi tel contrat, donne-moi le contrat pour les moissonneuses-batteuses, donne-moi le contrat pour les armes, donne-moi... Donc, ces types nous rincent. Ils ont payé... Dernière anecdote. J'étais au Brésil l'année dernière et je suis revenu dans l'avion parce que j'ai un fils brésilien. Et dans l'avion, il y a un type qui a fait un malaise. Ils ont appelé un médecin. Il y a 40 personnes qui sont arrivées, dont ma voisine. Donc, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il dit, on va faire un congrès. On va faire un congrès à Amsterdam. Médecin, ouais. C'est une maladie très rare. Il y a un congrès par an et tout le monde entier se réunit une fois par an. Je lui dis, qui c'est qui paye ? Il me dit, c'est Pfizer. Donc ils sont logiques. François. Ils veulent le retour de leur argent. Voilà. Alors, Hervé, je vais revenir juste sur l'Europe et on va parler avec Fabrice, avec tout le monde, avec vous tous. Au fond, c'est intéressant parce que... je veux dire, on a l'impression que c'est le miroir qui réfléchit, enfin, la feuille de température, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais c'était bon. Alors on va vous dire, mais attendez, la corruption, les arrangements, depuis les Grecs et les Romains, on le sait, ça existe. Simplement aujourd'hui, on n'est plus au courant. Est-ce que vraiment c'est une figure de style qui dure et voilà, c'est comme ça et on s'en accommode ou plus ou moins, ou bien c'est quelque chose qui a pris une autre tournure aujourd'hui ? Je pense qu'il y a un changement de nature. Il y a beaucoup de débats par rapport aux prochaines élections européennes sur la nature de l'Europe. Est-ce que l'Europe veut devenir un empire ? Est-ce qu'il y a une nation ? La véritable question, c'est est-ce que l'Europe n'est pas en train de devenir totalitaire ? Est-ce que l'Union européenne n'est pas en train de devenir un projet totalitaire ? Oui. C'est un projet qui veut totalement gouverner la vie des individus, un projet qui vise à supprimer la liberté d'expression, qui vise à en finir avec le débat politique. C'est la gouvernance opposée au gouvernement. J'étais intéressé par ce que disait Fabrice Divisio. Aujourd'hui, on voit bien que le mot gouvernance est en train de tuer l'idée du gouvernement. C'est une catastrophe. On confie tout à des institutions, à des lois formelles
qui ont un grand avantage, c'est qu'elles dégagent les responsables de toute responsabilité. Puisque j'ai suivi les règles, je risque rien. Voilà. C'est ce que nous dit Ursula von der Leyen, C'est ça. c'est ce que tout le monde nous dit au Parlement, et c'est ce que la Commission dit. Ah, moi j'ai juste suivi les règles. Je peux avoir produit les pires catastrophes, mais j'ai suivi les règles. Je pense que dans ce que vous dites, il y a eu 2 points. Il y a un point très important, c'est qu'au moment du Covid, certains se sont rendus compte qu'on pouvait faire à peu près avaler n'importe quoi aux populations européennes. Il y a eu une soumission. C'est ça. Et il y a un pays dont je suis proche, c'est pas toujours des gens faciles, mais je les admire pour leur capacité de monter au créneau et de résister, c'est les Serbes. Oui, oui. Quand le dirigeant serbe, sous différentes pressions, a voulu s'aligner sur les couvre-feux, les tests et tout, en une après-midi, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes à Belgrade, la capitale de la Serbie, et toutes les mesures ont été annulées. Ce qui ne sont pas soviétisés. On n'a pas vu ça en Europe de l'Ouest. Ça veut dire qu'on est prêt, Les Serbes sont effectivement. montés au créneau, on dit on veut pas de Ça ça. veut dire qu'on est prêt pour une dictature. Ouais. Ça veut dire qu'on est prêt pour des régimes autoritaires. Ça, on va probablement le voir dans les temps à venir, avec la réduction de la liberté d'expression et probablement avec une avancée encore plus grande du pouvoir administratif. Ça pose évidemment des tas de questions sur où allons-nous, quelle capacité avons-nous de changer le cours. Déjà, c'est bien qu'on puisse en parler ce soir. Enfin, c'est très bien qu'on puisse en parler ce Espérons soir. qu'on puisse non seulement en parler, mais agir dessus, justement. Alors la prochaine étape, et Oui. pardon, Non, le allez-y, second oui. point, Oui. c'est quand même le coup de force de l'Organisation mondiale de la santé. Oui. On en parle J'allais un peu. vous en parler, oui. L'OMS Oui, c'est a important, obtenu, et c'est encore un vote, et c'est encore des décisions de l'Union européenne, de déposséder complètement les ministères de la santé nationaux. Mais de c'est fait, ça. déposséder complètement. Pardon, Hervé Juvin. C'est fait. C'est pas fait, et ça va être acté, je crois que c'est dans, En les- C'est dans un an. 2024. C'est dans un an. L'OMS aura acquis les pouvoirs et les capacités de décider des pandémies, de décider de rendre les vaccins obligatoires, etc., qui Dans le aujourd'hui monde dépendent entier. des États-nations, Dans le monde entier. dans le monde entier. Je ne C'est-à-dire suis pas qu'il sûr peut- que ça se passe comme ça. Bah, en Ouais. fait, c'est parce que Ouais. la réalité, si je peux me permettre, au travers de cet état, c'est qu'en fait, il y a une volonté de centralisation. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que c'est cette idée de nation qui disparaît. C'est-à-dire que derrière, alors c'est Ernest Renan qui... C'est l'idée nation qui disparaît chez ces gens-là. Ben, Dans en cette fait, la oligarchie. nation est devenue un concept finalement qui n'est pas productif. La nation, c'est antiproductif. En La fait, nation par devient définition. l'ennemi. La nation devient l'ennemi parce que quand vous avez une nation, c'est que vous avez derrière une homogénéité et vous avez derrière, en fait, c'est Ernest Renan qui parlait de la nation comme une communauté suffisamment homogène pour vivre ensemble, qui n'est pas une question de nation, qui n'est pas une question d'identité raciale, etc. C'est une question de vivre ensemble, ce fameux vivre ensemble, en fait. Ben oui, mais quand vous commencez à avoir des gens qui commencent à avoir une communauté de destin, ben ça devient dangereux, finalement. C'est ça, la vérité. Il ne faut pas se tromper. C'est que ça Mais devient... ça devient dangereux pour qui? Pour ceux qui ont Pas pour une la nation. volonté de productivité, parce que tout ça est au service d'une idée de la production et de la productivité. Pas en pour fait. les intérêts économiques mondiaux. Pour les Voilà. intérêts Si vous économiques avez mondiaux. des nations, il y a autre chose que l'économie. Si vous supprimez les nations, l'économie peut régner en Mais maître. il y a Et le un projet de la critère. plutocratie mondiale, c'est de supprimer les nations. Et en plus, Virginie. pour Oh, compléter, donc, je pense qu'il y a aussi cette volonté de déresponsabiliser les institutions. Oui. Et Ah, je le complètement. vois avec la commission. Parce que quand on a eu cette réunion à huis clos, on a dit, mais à un moment donné, vous avez des juristes, vous avez des avocats, donc vous pouvez prendre acte avec eux pour mettre un terme à ce contrat. Ils ont dit, ah non, d'un point de vue de notoriété, on ne peut pas. Donc, et le fait de Ah, pourquoi transférer, parce qu'ils veulent pas, ça fait mauvaise Ils veulent pas que ça- figure. ça fait Ils mauvais- veulent pas que mauvais ça- genre. ils voulaient pas effectivement voir qu'il y ait une plainte contre Pfizer, que ça fasse à 1 an des élections, ça fasse ce mauvais genre. Et le fait de vouloir transférer ces compétences à l'OMS. Donc bonjour aujourd'hui pour faire le lien avec le lien de cause à effet avec les vaccins. C'est aussi pour moi une volonté de déresponsabiliser les autorités qui prennent les Mais décisions. on Le parle des meilleur vaccins. exemple, c'est avec la Commission. On parle des vaccins, mais il faut prolonger le débat et pas s'arrêter sur les vaccins. Le problème aujourd'hui, vous l'avez tous constaté, on le sait, on le voit, en France en particulier, on a un problème de pénurie de médicaments. Ça devient dramatique, il faut que ce soit bien clair. C'est-à-dire qu'en fait, on n'imagine pas à quel point c'est dramatique. Il faut aller voir sur la liste qui est fournie par l'Agence du médicament, les médicaments en pénurie et en rupture, c'est un vrai problème. Alors, on a eu ce tour de force d'essayer de vous expliquer que, au fond, c'était à cause du fait qu'on ne mettait pas les médicaments sur le marché assez vite. C'est cette dictature de l'innovation
Hein, il y a un truc qui circule sur Internet, c'est ce mot innovation, dont j'ai beaucoup parlé, moi, où l'Europe, il faut bien comprendre que vous avez des lobbyistes qui, en permanence, toute la journée, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 200 fois, 400 fois par jour, vous répètent ce mot innovation. Oui. C'est-à-dire qu'ils vous expliquent que l'innovation, c'est ce qui va sauver des vies, qu'il faut innover, innover, innover. Sauf qu'on s'aperçoit d'une C'est pour chose, ça qu'on perd la guerre d'Ukraine. c'est que l'innovation, Parce que elle ils pose sont deux pas dans problèmes. l'innovation. Un, les processus de mise sur le marché ne sont pas terminés. Oui. Parler de responsabilisation, du coup, ça veut dire que les laboratoires se désengagent Voilà. sur ces questions et font peser la responsabilité sur les États. Donc on va aller de plus en plus loin. Et pourquoi est-ce que finalement, vous avez peut-être entendu le ministre de la Santé actuellement dire « Ah bah oui, il y a un problème de pénurie, on va régler le problème », notamment en mettant un médicament sur le marché plus vite. Oui. Sauf que c'est comme une foutaise. Parce que les médicaments qui manquent aujourd'hui ne sont pas les médicaments innovants. Bah oui, Ce sont les médicaments anciens, classiques, en bah fait. oui, Les Et sur les molécules, médicaments- parce qu'elles rapportent Elle pas. rapporte pas rapporte pas. assez, c'est ça. Mais alors, Elle sur les rapporte médicaments pas. innovants, je me suis demandé quand même pourquoi est-ce qu'il y avait cette dictature d'innovation. Et j'ai enfin compris. Je suis revenu à mes premiers amours. En fait, moi, j'ai fait mes fins d'études, mes travaux de recherche universitaires ont été faits sur la distinction entre la fonction d'évaluation et de gestion du risque sanitaire. Donc, on était un peu en plein dedans, quand même. Et en fait, je me suis souvenu d'un élément, c'est que qui fixe les prix des médicaments ? C'est les États qui les fixent en négociation avec les laboratoires. C'est une effroyable complexité, c'est une guerre absolument sans nom, sauf en matière de médicaments innovants. Lorsque vous avez des médicaments innovants, le laboratoire est libre de fixer totalement prix le comme il tarif veut. qu'il veut. Et l'État n'a aucune marge de manœuvre sur la question, parce que c'est un médicament qu'il faut mettre sur le marché très vite, parce qu'il va sauver des vies. Il faut effectivement, dans ces cas, prendre ces éléments en compte. Généralement, il s'accorde les bénéfices et en tout cas le concours des associations de patients. Et vous avez comme ça des médicaments qui sont vendus à plusieurs millions d'euros, auxquels personne ne peut avoir accès, au-delà de leur efficacité, je veux dire, qui parfois est réelle. En Mais plus, personne ne peut y avoir accès. le coût est pas clair quand c'est des médicaments nouveaux. La structure de coût, elle est inconnue en fait. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire ? Combien de recherches on a mis dedans ? Oui, Qu'est-ce que ça coûte ? Un médicament qui est ancien, on sait ce qu'il coûte, on connaît son prix de revient, on connaît les marges, mais un médicament nouveau, on ne sait pas. Bien sûr. La recherche, on sait combien ça coûte. Ça coûte plus rien. Depuis une vingtaine d'années, parce que le fameux R&D, la recherche et développement, avec lequel on nous bassine toute la journée, a largement diminué. C'est-à-dire qu'en fait, le coût de recherche et développement des laboratoires, il faut écouter Raoult là-dessus. Oui, mais il est facturé très Il existe quasi... Enfin, j'exagère, mais il existe encore. Mais il est quasiment plus... pris en... il existe... Mais parce qu'ils ne veulent pas revenir aux molécules, parce que les molécules qu'on voit, ça ne Ça rapporte coûte rien. pas. Mais alors, Évidemment. pourquoi Ça- un médicament coûte cher ? Qu'est-ce qui coûte ? C'est le marketing. C'est ça. Le marketing et le lobbying. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, les coûts de lobbying ont explosé et les coûts de recherche ont diminué. Alors moi j'aimerais, parce que sinon on va sombrer dans... Je sens... D'abord, qu'est-ce que vous voulez boire ? Parce que... Moi, un petit verre de peut-être vin ce serait rouge. un verre de vin rouge, Ah, comme moi, vous c'est allez. rouge, Un petit autre rouge. chose. Rouge. Alors 4 S'il verres vous de plaît. vin rouge, Mister Barman, parce que c'est important. Sinon, non, mais je sens, sinon il va y avoir des suicides et on va être tous très contents. On veut pas de ça, surtout avec nos invités. Et moi j'aimerais, François Martin, avant qu'on reparle de ça, Oui, oui. je sais que vous êtes un grand chanteur. En tout cas, Oui. vous avez... avec Jean-Luc, J'aime bien chanter, oui. eh ben j'adore. Alors, qu'est-ce que vous allez me chanter ? Syracuse. Voilà, on va s'évader un peu. C'est Tout le monde génial. aime le voyage. Donc Syracuse, on va il n'y a chanter. pas d'autorisation de mise sur le marché, il n'y a pas de virus, il n'y a rien. C'est innovant en plus. Merveilleuse chanson de Bernard Dimet qu'a chanté Henri Salvador. Et maintenant, François Martin. J'aimerais t'en voir, Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme
aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Bravo. Bravo. Super, François, super. Alors, vous savez qu'avec quelques amis, on s'est dit, je ne sais pas si on va y arriver, qu'on va voyager dans tous les pays cités par cette chanson. Or, il en cite 2 ou 3 par vers. Ouais, mais Syracuse, Fujiwara, l'île de Pâques, Babylone, Kérouan. etc. Magnifique chanson de Bernard Dimet. C'était... Et magnifique chanson qui nous invite à sortir de la médiocrité ou de Voilà. la tristesse européenne, c'était ce que Exactement. vous vouliez. Oui, Ouais, Parce c'est que, alors, ça. je peux vous assurer, j'étais il y a moins d'un mois en Inde, à Delhi, et puis j'ai un peu circulé. J'étais peu de temps avant dans d'autres pays d'Asie. Ce qui est quand même très impressionnant, mais ce à quoi il faut réfléchir, Ouais. c'est que la morosité qui est en train de se propager un peu partout en Europe, en particulier en France, à la faveur des événements récents, c'est pas la même chose dans le monde. Bah non. Je vais prendre simplement l'exemple de l'Inde, qui est Oui, un pays que je racontez-nous. fréquente et où je vais souvent. Ouais. Ils sont absolument certains d'être au début des 30 Glorieuses. Vous n'avez Ouais. pas quelqu'un à Delhi, à Bangalore, à Bombay ou ailleurs, ou à Calcutta, qui ne se dise pas du chauffeur de rickshaw au type qui bosse dans l'hôtel, à des dirigeants d'entreprise et à des gens du gouvernement de Narendra Modi. Vous n'avez pas un Indien qui ne se dise pas on est parti pour 20 ans de croissance, et c'est une croissance qui va porter tout le monde vers le haut. C'est pas une croissance qui va être Et on le confisquée. sent quotidiennement Quand vous voyez parlez, le ouais. nombre d'autoroutes qui se construisent, quand vous voyez l'activité commerciale, quand vous voyez les offres d'emploi, enfin, en Inde, le problème, c'est de trouver des gens qui travaillent. Le grand problème des sociétés françaises ou allemandes qui sont installées à Bangalore, c'est qu'elles ont des salariés qui changent de boulot 3 fois par an parce qu'à chaque fois, ils font 10 ou 15% de plus de salaire. Ce qui me frappe, et je vais m'arrêter là, mais Non, dans non. les noms qui ont été cités notamment, c'est qu'il y a des coins du monde où c'est pas la morosité, c'est pas la tristesse, et on regarde pas vers le passé en se disant qu'est-ce que c'était mieux avant. Mais qu'est-ce que Et ça je veut pense dire qu'il faut quand même qu'on en prenne conscience. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, si je peux me permettre Si je peux me permettre juste en un mot, c'est aussi quelque chose, un défi pour nos populations. Il faut un tout petit peu élever le débat. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup, tout à l'heure, évoqué cette technocratie. Mais il y a aussi un piège là-dedans. Le piège, c'est la morosité. Et le piège, c'est de se laisser ravir l'espérance. Bah ouais. Vous savez, c'est saint Paul qui écrivait que l'espérance, c'est la certitude présente des biens à venir. Certitude présente des biens à venir. Je le répète depuis 3 ans, en disant, mais en fait, à un moment, qu'est-ce que c'est qu'un totalitarisme ? Le totalitarisme, c'est quand on dit, je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas le choix. Ma liberté est ainsi entravée C'est vrai. que, au fond, je n'ai pas le choix. Tous les systèmes totalitaires fonctionnent de la sorte. Mais si on a le choix, de décider de l'avenir, les élections arrivent, alors on dit, mais c'est tous pourri. Attention à ce tous pourri, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Tout ça n'est pas parfait, mais on a ici 2 représentants de contre-exemple, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que Virginie Joron, et effectivement, Et vous Hervé vous battez l'un et l'autre. Ouais. C'est ça l'espérance. Notre espérance, elle est aussi dans ces voix qui s'élèvent et qui se lèvent. Et elle est aussi dans cet exemple, dans ces exemples à travers le monde. Moi, c'est quelque chose, avec mes enfants, qui est un grand débat. J'ai des grands-enfants, et je leur dis, mais qui vous dit de rester en France ? Qui vous dit de rester en France ? Et être français à l'étranger, moi j'ai vécu à l'étranger pas mal, être français à l'étranger, c'est rester français. Et c'est porter la voix de la France à l'étranger. Bien sûr. On a besoin de Français Oui, à l'étranger. mais Fabrice, est-ce que le problème, c'est vrai, bien sûr ça, mais le problème, c'est qu'on tout se passe comme si la doxa dominante, et ça veut pas dire qu'il faut céder, disent oui, mais vous comprenez, justement, on n'a pas le choix, c'est comme ça, etc. Moi, ce qui est très frappant quand même, parlons quand même des médias, c'est que vous avez, pas heureusement pas partout, mais dans la plupart des médias, vous avez un discours dominant, et franchement, soyons clairs, beaucoup, et certains d'entre vous le savez, vous passez, et heureusement, dans un certain nombre de médias, mais d'autres non. C'est-à-dire que tout se passe comme si je ne veux pas dire qu'il y a un complot, tout ça, ça serait ridicule. Mais il y a des voix qu'on ne veut pas, qu'on ne veut D'accord. pas, qu'une certaine
structure médiatico-politique, surtout ne veut pas Oui. écouter et surtout écarte. Et alors C'est Le ça. début du totalitarisme, je rejoins ce que disait Fabrice Divisio, le début du totalitarisme, ça a été la phrase de Margaret Thatcher, Taina, il n'y a pas d'alternative. There is no alternative. La politique, et ça c'est mon credo, et je crois que c'est le credo de Virginie Joron en politique, il y a toujours Il y une a alternative. toujours une alternative. S'il n'y a plus de choix, il n'y a plus de politique. Et Et s'il n'y a bien plus de sûr. choix, on remet tout aux experts et demain aux algorithmes et à l'intelligence artificielle, Et c'est puis fini. on va s'occuper, Et- on va pêcher à la ligne. Et dans ce prolongement, de grâce, alors, j'ai une réponse là-dessus, mais préalablement, si je voulais faire passer un message ce soir, ce serait de dire quelque chose. Mais si effectivement vos hommes politiques ne conviennent pas, présentez-vous. Je veux dire, c'est ça la force de la démocratie. C'est qu'à un moment donné, vous avez le pouvoir de changer les choses. Croyez effectivement dans cette capacité dans laquelle vous avez cette changer les choses. Pourquoi vous laissez votre destin à d'autres? Ou est-ce que Tant c'est que vous écrit... l'avez, Tant que vous l'avez. prenez-le. Alors, je vais vous dire, ça, c'est une grande Usez-le. constante. Un pouvoir, ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Pourquoi je tiens beaucoup à ça, à cette dimension extrêmement importante? Je dis aux gens, attention, les droits que vous... Je le dis souvent à mes clients, ça. Les droits que vous n'exercez pas, on finira par vous les retirer. Parce qu'on vous dira, vous voyez, ils ne sont pas Ça sert à utiles, rien. puisque vous ne les exercez pas. Et pour répondre à votre question, cher ami, vous savez comment... pardon de cette revue historique, mais est-ce que vous savez comment le message du général de Gaulle s'est propagé? Ce fameux appel du 18 juin 40 avec lequel on nous fait tout un foin. Personne n'a entendu ce message. Absolument personne. Comment il s'est propagé ce message? À travers la résistance et à travers des tracts. C'est-à-dire que c'est intéressant de constater que médiatiquement... Oui, c'est pas la radio à l'époque. C'est pas la radio. Non. C'est-à-dire que L'écrit. c'est intéressant de constater qu'en réalité, ça n'est pas le média qui a fait C'est ça. le message. Oui. Moi, alors, le on message. risque d'être un optimiste forcené, j'en sais rien. Mais j'ai tendance à dire que si le message est bon, il trouvera toujours le moyen de passer. Regardez, enfin, Ouais. pardonnez-moi, mais je veux dire, on parle beaucoup de ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on fait là ce soir? On refait le monde. C'est le principe de l'émission. Où on refait le monde. Eh bien, est-ce que finalement, le simple fait de se retrouver entre nous, de débattre, de discuter, autour d'un verre, de faire converger, finalement, on sortira tous d'ici en se disant, bah, on n'est pas seul quand même. Oui, oui. Le fait Tout à d'entendre fait. Virginie Joron, le fait d'entendre les uns et les autres, le fait que vous soyez aux commandes, en se disant, mais attends, c'est aussi un défi pour vous. Finalement, pardon de le dire comme ça, mais je veux dire, c'est quoi votre intérêt dans l'histoire? Aucun intérêt. C'est à un moment donné de se dire, Non, c'est de faire passer, en Bah tout oui. cas, quelque chose. en ça, fait, c'est nous sommes important. tous des passeurs. Cher ami. Et C'est c'est pourquoi je veux ces dire- conversations de bar sont si importantes. Ouais. Ah, mais- Je partage totalement ce Et que vous c'est dites. pour ça C'est que pour ça qu'il faut des bars. Et c'est exactement. Bah oui. Et c'est pour ça qu'il faut débattre. Et Autrefois, c'est pour ça que le dans pass tous les pays, sanitaire, c'était c'est ça grave. que les- Et la good governance, c'est la fin du débat. Respecter des règles formelles des institutions, C'est ça. et ça va tout seul. Et n'oubliez Bah non, jamais, il faut chers débattre. amis, que les révolutions se sont faites en Europe dans les estaminets. Ben oui, oui, oui. Exactement. C'était dans les bars. Y compris dans la Révolution À française. la Révolution, eh ben, bien sûr. Ben, rappelez-vous, le Ça s'est passé. certificat Covid, dans les premiers tests, c'était pour l'accès au restaurant Oui. et au bar. Hein. Exactement. C'est vrai. Hein, faut C'est se vrai. rappeler Le ça, lieu hein, de la parce que c'est quand même sociabilité. un lieu de sociabilité Et- ou d'échange. c'est ça. Et effectivement, Cher ami, pour Hervé rebondir- Juvin manque de vin. ouais, Oui, oui. moi ça Et va. quand le Juvin est tiré, Oui, Il faut le boire. boire et le Juste pour reboire. compléter, Il faut le boire, sans doute. c'est avec ce important bon vin l'information. rouge. Je voudrais juste rappeler Léo Strauss. Un des apports de Léo Strauss, qui est sans doute un des philosophes politiques les plus importants de la fin du XXe siècle, Léo Strauss. lui, il a révélé, on pourrait parler des conservateurs américains et de la philosophie conservatrice, mais ce qu'il a révélé, c'est qu'on s'était énormément trompé sur beaucoup de choses qu'avaient dit les essayistes, les philosophes, tout au long de l'histoire, Moyen-Âge, Renaissance. Oui, oui. Tout simplement parce qu'ils vivaient sous une contrainte religieuse. Enfin, ça pouvait être les bûchers de l'Inquisition. Et donc, ils avaient appris comment faire passer des messages critiques, des messages extrêmement complexes, Mais- pour dénoncer ce qui se passait, mais de manière masquée. Milan Kundera vous dit ça. Milan Kundera, mis dans les pays de l'Est, mais on n'est pas si naïf. Évidemment qu'on avait besoin d'avoir l'autorisation de publier, et on savait faire passer par l'humour, par la moquerie, par la caricature, on savait faire passer les messages.
Probablement, est-ce qu'on va devoir redécouvrir ça? C'est d'ailleurs probablement l'objet des conversations de bar. Mais vous savez que, juste un mot, Solzhenitsyn, s'il a pu faire ce qu'il a fait, Exactement. c'est parce qu'il est passé dans ce ZEC, dans cet archipel du Goulag, Exactement. où c'était pas évident. Oui, Virginie, vous vouliez... Oui, parce qu'en fait, ça, ils sont en alerte sur l'information et les plateformes du numérique Vous et avez sur vu les que les médias réseaux alternatifs. sociaux, vous avez Voilà. vu hier, C'est un hier, sujet. C'est hier, entièrement bouclé. C'est on un a vrai dit, ça y est... Et la commission est en alerte sur ce sujet savent de la très bien. réinformation. Ouais. D'ailleurs, dans le rapport, il y a plusieurs articles pour lutter contre la désinformation. Ils considèrent que vous avez dit, la doxa, elle impose un sujet, elle impose un narratif, et point barre. Et tout ce qui est autour, elle veut lutter contre ça. Parce qu'effectivement, c'est devenu une force. Et c'est vrai que nous sommes là tous ensemble de différents horizons. Je vous remercie encore de m'avoir invité. Et nous ne sommes pas seuls, nous le voyons dans la rue. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de soutien. On me reconnaît, alors que vous ne m'avez jamais vu passer à la télévision sur les chaînes mainstream. Et pour cause, parce qu'en fait, je préfère effectivement maintenant et de plus en plus aller ailleurs il faut consolider ce réseau parce qu'on a une expression libre et en plus on peut débattre, même des fois si on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, et c'est important. Et là, la Commission l'a compris. Dans tous les rapports que j'ouvre, on parle de désinformation. Dans le numérique, le rapport Covid, dans n'importe quel dossier, la publicité, parce qu'ils font un rapport là, pour les élections européennes, ils vont imposer aux partis de publier toute organisation autour de la publicité. Et donc, premier mot, lutter contre la désinformation. Et ils ont bien conscience de ce problème. Oui, finalement, on considère comme la désinformation. Voilà. Et ils ne maîtrisent plus les plateformes du numérique. C'est pas une bonne Mais nouvelle. ça risque de se retourner. Oui, parce qu'effectivement, grâce aussi, ça a permis, comme vous, de faire émerger d'autres médias. Oui, mais on a au-delà vu de qu'on ça, a Twitter avec Elon Musk. Oui, On mais va au-delà voir de ça, s'il nous ouvre la liberté d'expression C'est réelle. vrai, mais au-delà de ça, ça prouve quand même que si vous voulez, c'est un peu le débat. C'est une force, oui. Allez-y, servez-vous Bah, il y a de du se jambon, dire il y à a un du moment- fromage, n'hésitez pas. De se dire, peut-être qu'on leur fait suffisamment Mais peur oui, complètement. pour qu'à Ça, un c'est moment, aussi ils aient besoin de réglementer. Ça, Oui, c'est mais alors- aussi une chose que la guerre d'Ukraine a révélée. Parce qu'elle a révélé un basculement du monde, mais elle a révélé aussi la caricature du système dans lequel on est. Ça, c'est vrai. Parce que jusqu'à présent, on était, disons, sur l'autoroute, alors il y avait des problèmes, etc. Là, il y a un vrai événement qui fracture les choses, mais qui fracture aussi les modes de pensée. Il y a eu ça et le Covid, je dis, qui sont arrivés juste l'un après l'autre. C'est presque providentiel, je dirais. Alors, les gens se rendent compte que il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Si on leur avait dit il y a 3 ou 4 ans seulement qu'on vivait dans un système qui était un système oligarchique et pas un système démocratique, la plupart des gens auraient dit c'est pas vrai. Et Là, aujourd'hui, ils le je voient, pense que la Oui, plupart ils le des voient. gens en Ouais. sont persuadés. Tout à fait. Alors, le narratif de l'élite essaye de l'empêcher, mais là, il y a un autre phénomène qui est très intéressant, c'est ce Guy Lui raconte dans Les Dépossédés, qui est vraiment un livre absolument intéressant, qui dit que l'élite, en fait, cette sécession des élites, en fait, les perd d'une certaine façon parce qu'elle n'est pas en lien avec la réalité. Alors, on se retrouve dans ce que j'ai vu, moi, dans les pays de l'Est, puisque j'ai travaillé dans une entreprise laitière entre 88 et 92. Entre 88 et 92, j'ai fait tous les pays de l'Est, pays baltes, République tchèque, Hongrie, Pologne, etc., pour emmener des Sud-Américains L'effondrement de l'URSS. Comment ? C'était au moment de l'effondrement Exactement. de l'URSS. Et j'emmenais, moi, des acheteurs sud-américains, comme ils n'avaient pas confiance dans les certificats de qualité parce qu'ils étaient bidonnés, donc ils voulaient voir les laiteries. D'abord, ils voulaient se faire inviter, et ensuite, ils voulaient voir eux-mêmes le fonctionnement des laiteries. Donc j'ai passé 4 ans à emmener dans la campagne et dans les laiteries polonaises, baltes, etc., etc. Et c'était absolument passionnant de voir que quand on discutait avec les gens, il n'y a plus personne qui croit ce qu'on leur dit. Et il y a une élite qui ne fait plus que répéter l'avenir radieux du socialisme et que personne ne croit. Et celle-là, à un moment donné, pouf, elle disparaît parce qu'elle est totalement en circuit fermé. Elle a le pouvoir théoriquement, mais en fait, elle n'a pas le pouvoir moral. Et en fait, elle n'a plus aucune prise sur le reste du peuple. Et à ce moment-là, cette élite s'auto-dissout. C'est fou. Vous savez, cette merveilleuse phrase, vous devez tous, les plus belles blagues, c'est toujours dans les pays opprimés. Les blagues soviétiques étaient les plus belles blagues du monde. Moi, je me rappelle une, juste, c'était sous Brejnev, bien sûr, on arrête un citoyen qui, paraît-il, tenait des propos extrêmement sulfureux. Alors, il dit, camarade, il paraît que vous tenez des propos très désagréables sur le régime. Alors, vous savez que vous avez un choix, hein, l'hôpital psychiatrique ou la Sibérie. Si vous répondez mal, voilà, il n'y a pas d'autre choix. Et à l'hôpital psychiatrique, vous allez vous amuser, la Sibérie, n'en parlons pas. Alors, on va répondre 3 questions, et voilà, on va voir. Si vous répondez pas juste, vous êtes mort.
Alors dites-moi, qui a inventé le communisme? C'est les bolcheviks ou c'est les savants? Alors il dit, mais c'est les bolcheviks, camarade. Ah, bravo, très bien, camarade. Mais pourquoi vous dites pas que c'est les savants? Il dit, mais si c'était les savants, ils auraient d'abord essayé sur des rats. Ça, c'est une Alors des moi, j'en ai blagues. une autre, c'est 3 chiens qui Ah ben, discutent justement de la crise. Il y a un chien français, et il y a un chien polonais et il y a un chien russe. Ça, c'était à l'époque. Alors le chien français, il râle, parce qu'il râle. Il faut se remettre 20 ans en arrière, parce que maintenant, c'est plus comme ça. Il râle en disant, oh, il faut que j'aboie pendant 2 heures tous les jours. Je dois aboyer 2 heures pour avoir de la viande. Et il y a le chien polonais qui dit, ah, de la viande. Et il y a le chien russe qui dit, ah, aboyer. Donc aujourd'hui, c'est je ça. crois c'est nous qui dirions aboyer. Ouais, c'est ça. Mais en fait, non, on parle de ça, mais au-delà de ça, enfin, là, on n'est pas heureusement à ce stade-là. J'espère qu'on ne le sera jamais. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même à un stade vous savez, on parle beaucoup de cette espèce de, comment dire, d'ersatz, de simulacre. C'était Baudrillard qui avait écrit beaucoup sur le simulacre. Mais au-delà de ça, on a l'impression que, si vous voulez, on revient à ça, on a ces conversations. C'est vrai que la lucidité, comme disait Charles, la blessure la plus proche du soleil, c'est vrai qu'on a l'impression que ça avance. Mais en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer? Parce que d'un côté, on a l'impression que, vous savez, beaucoup de gens vous disent, oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut rien faire, etc. Alors, Fabrice Divisot répond, écoutez, vous voulez rien faire? Présentez-vous, faites des choses. Mais beaucoup de gens n'ont pas envie de bouger. Non. Faut le dire, et je fais pas ça ni par mépris, ni par rien, mais beaucoup de gens, ils disent, attendez, vous êtes bien gentil, mais moi, j'ai déjà, il faut que je fasse, voilà, j'ai ma famille, il faut que je gagne ma vie, etc., etc. Donc, comment je fais? Écoutez, moi j'ai créé, il y a déjà un moment, j'ai créé le mouvement des localistes. J'ai été frappé d'une chose. La France vient de vivre une crise, on ne peut plus appeler ça crise des banlieues. Non. La France vient de vivre une crise nationale qui, d'évidence, est liée au phénomène migratoire. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans les réactions et surtout dans les actions. Le moment n'est pas venu de faire la critique de ce qu'ont fait le président de la République, les ministres, le gouvernement en place. Je pense que la France doit être unie pour retrouver l'ordre, retrouver l'autorité de la loi et permettre à l'État de réaffirmer son autorité. Mais ce que j'observe, c'est que les premiers qui ont réagi et agi, ce sont les maires, ce sont les collectivités territoriales, c'est les gens dans leur coin, là où ils vivent. Oui, Ça, vrai. c'est la base du localisme. Si on doit reconstruire une France qui marche, une Europe qui marche et qui donne de l'espoir, il faut repartir des lieux où les gens vivent, il faut repartir des territoires. Alors ça, C'est l'inverse du top-down. alors ça, Bottom-up, il faut repartir du terrain. si je peux me permettre une réaction là-dessus, merci de le dire, parce que c'est drôle que vous le disiez, parce que ça correspond à une conviction que j'ai chevillée au corps, qui est de dire, mais enfin, alors, moi j'ai été secrétaire national chez Christine Boutin pendant un moment, et elle avait une expression que je trouve remarquable et qui a forgé ma conscience politique, où à un moment donné, elle souhaitait que je me présente aux élections municipales, une liste municipale quelconque, enfin peu importe, je sais plus où j'étais, bref. Et bon, l'intellectuel un peu snob que je suis, en tout cas que j'étais, dit non, mais enfin, je vous aime bien, mais je vais quand même pas aller m'occuper dans le village des poubelles des gens. Et elle s'est mise dans une colère dont elle se souvient probablement pas, mais je lui en sais gré, en me disant, mais vous ne comprenez rien. La politique, c'est ça. C'est s'occuper de ce qui bouffe la vie des gens. C'est concrètement, en fait, c'est agir concrètement au plus près des gens pour régler leurs problèmes. Et vous voyez, je pense que ça me permet de dire une chose. Au fond, la politique, c'est quoi? C'est avoir les pieds sur terre et le regard tourné vers la flèche des cathédrales. C'est pas autre chose, en fait. C'est pas avoir les pieds dans le béton. C'est avoir les pieds sur terre, dans le concret de l'homme, dans cette incarnation de l'homme, aider l'homme au plus près de ce qu'il est. Mais en même temps, lui donner une espérance en lui demandant, en l'invitant à regarder la flèche des cathédrales. Or, nous sommes dans une société qui ne construit plus de cathédrales, mais des tombeaux. Et de l'autre, nous sommes une société où les gens, lorsqu'on parle des pieds sur terre, ils ont les pieds dans le béton, enracinés dans un béton où ils n'en peuvent plus, en fait. Et c'est ça qui est dramatique. Et le rôle de l'homme politique, c'est précisément de libérer le béton pour que les gens conservent les pieds sur terre, mais de toujours pointer le regard vers la flèche des cathédrales. D'accord, il faut que l'homme politique, encore faut-il qu'il ait envie Oui, de stimuler la liberté c'est ça. des gens. Oui, Et mais en vous fait, avez des Vous avez eu la exemples. déclaration célèbre d'un chef d'entreprise très respectable que j'ai rencontré, élu député
macronistes lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, dont une des premières déclarations, c'est « j'ai été élu député, mais vous pensez bien que je ne vais pas m'occuper des problèmes de crèche et de HLM, parce que j'en ai rien à faire. Voilà. » C'est extraordinaire. Ah oui, ça C'est c'est extraordinaire. c'est Élu de exemplaire, Lyon, ça. ça c'est le résumé de la Macronie. Et puis, il y a un élément. Quand vous êtes en politique, il y a un critère, pardon, hein, c'est très simple, au fond. C'est d'aimer les gens. Voilà, c'est ça. Au fond, il faut aimer les gens. Virginie, C'est- Oui, complètement. Moi, je me suis engagée très tard en politique, hein, à 40 ans, à un moment donné. qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que Ouais, j'étais toujours un peu à contresens, hein, puisque déjà, moi j'ai commencé un parcours, j'ai fait du droit et j'ai eu la mauvaise idée de faire un cours de désinformation à 18 ans. Et à partir de là, je voyais plus du tout l'information comme tout le monde. Et c'est vrai, quand j'ai commencé à m'intéresser au débat politique, je voyais pas du tout de la même façon que les autres. Et puis, le discours du Front National à l'époque, je le trouvais pas... Voilà, ça correspondait un petit peu à mes idées. Je viens du sud de la France et je me suis engagée à 40 ans quand j'ai vu Marine arriver. Et je me suis dit, ben voilà, le jour... si j'ai l'opportunité de l'aider, parce que j'ai regardé sa personnalité, j'ai regardé ses premiers débats, et je me suis dit, pour elle, j'y vais. J'y vais pour elle. Et c'est comme ça qu'à 40 ans, on dit crise de la quarantaine, qu'est-ce que tu fais ? Je me suis affirmée, j'ai pris C'est ma la bonne carte. crise. Oui. J'ai pris ma carte au Front National à l'époque, après passé Rassemblement National. Et puis, voilà, j'avais le profil, et puis peut-être la sincérité. Aimer les gens, pour moi, c'est très important. Je ne fais pas ça par carrière, puisque j'ai mis ma carrière dans les assurances de côté. Vous prenez plus de coups. Et c'est là que vous voyez vos vrais amis, la famille, hein, parce que c'est pas un parti, voilà, ça pose J'imagine. question. Il faut se vous avez eu justifier. quelques résistances. Voilà, enfin, il y a eu quelques résistances, ouais. et puis c'est passé. Moi, j'ai pas du tout changé ma personnalité à 40 ans, même si j'ai pris un petit coup de vieux, ça a continué. Et puis aujourd'hui, voilà, ce combat aussi, où j'ai repris le flambeau, qui n'était pas facile, hein, même voilà, s'engager à contresens de la doxa par rapport à cette folie liberticide autour du Covid, c'était pas facile. Et j'ai eu le soutien de Marine, j'ai eu le soutien du parti. Et aujourd'hui, j'ai le soutien des gens, et pour moi, c'est le plus important. Et c'est de toutes les classes sociales, c'est de tout horizon politique, et je pense que c'est ça qui va payer demain, parce que les gens le voient, ça, la sincérité. C'est ça. On travaille pour eux. Moi, Je je peux le fais. rajouter un élément Et ça, c'est important. d'optimisme dans cette affaire. Alors, je Voilà. voudrais, absolument, mais je voudrais justement, et je vous demandais, François, mais chacun d'entre vous, et vous, Hervé Juvin, le parti localiste, qu'est-ce qui vous a amené Alors, mouvement citoyen, surtout mouvement pas parti. citoyen d'accord. Mais c'était un parti, mais c'est Aujourd'hui, il ne localiste. faut pas démarrer en politique, si je puis dire. Oh. Très clairement, tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est écrasé par des choses qui viennent d'en haut et de plus en plus haut. Oui. C'était très bien de dire « Oh, les Parisiens !» J'entends ça dans les mouvements écolos. « Ah, les Parisiens !» Je leur dis « Oui, enfin, il faut vous rendre compte que les Parisiens, ça vient de Bruxelles, ça vient de Strasbourg. Il faut vous rendre compte que ce qui vient de Bruxelles et de Strasbourg, ça vient de, on ne sait pas trop où, entre Washington et Pékin, mais ça vient de bien plus haut. » Tout à fait. Et les gens ont envie, et On je en a pense pas que c'est parlé une de ça. dimension forte de ce qui s'est passé en France en ce moment, les gens ont envie de reprendre le contrôle de ce qui se passe sur leur territoire. Voilà, c'est ça. Il faut commencer par leur faire confiance, il faut recommencer à dire qu'autour du maire, autour des élus locaux, eh ben, ils ont des capacités de choix. Je vais prendre l'exemple le plus frappant, celui des éoliennes. Absolument. Enfin, comment se fait-il qu'on ne permet pas à des collectivités territoriales de dire oui ou non, est-ce que vous voulez une Hallucinant. implantation d'éoliennes? Par référendum, Ça par tout, tombe du ciel. Ouais, ouais. Les pouvoirs exorbitants donnés aux préfets pour des zones industrielles, etc. Non, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Et il faut redonner le pouvoir aux Français, et je dis bien à tous les Français, parce que s'il y a un élément d'intégration, c'est soi. Bien sûr. Quand on partage le même territoire, quand Bien vos sûr. enfants vont à la Les même mêmes école, conditions. fréquentent le même square, eh ben on a envie qu'on leur fiche la paix, on a envie de pouvoir aller tranquillement, qui à la mosquée, qui à l'église, qui juste à la mairie ou à la Bah salle oui. des fêtes, et on partage quelque chose en commun. Bien sûr. Et je pense que c'est à partir de ça qu'on peut reconstruire un projet pour la C'est ça, France, c'est ça. évidemment un projet politique pour la France et pour l'Europe. Et arrêter En fait, de Aristote- diviser. C'est ça. Pardon, je suis sur ce fond. On confond toujours l'État et la société, en fait. Oui. La société, c'est une communauté de destin. C'est ce qui unit les hommes. On est une communauté de destin ici. Une famille est une communauté de destin. Une collectivité locale Oui. est une communauté de destin. Parce que vous avez des hommes Bien sûr. qui, Ouais, tout à comme coup, ça. ont un destin commun. Le Des hommes et bien des commun. femmes, et des hommes et des femmes. Avec des hommes et des femmes. Attention, hein. Avec ce principe de subsidiarité, finalement. Et c'est fondamental de dire ça.
Parce que si on retrouve c'est le vrai. sens du bien commun, ce bien commun, c'est un mot très compliqué finalement. Mais c'est très simple. Il est Dans ce naturel que- pour les gens en plus. Dans ce que décrit finalement mon voisin, c'est très simple au fond. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui, à un moment donné, Qu'est-ce qui nous lie nous dans un... unit? Mais c'est Ce qui est extraordinaire. très parce que- sensible dans les émeutes, mais ce qui est très Ouais. sensible dans les émeutes, c'est la disparition du bien commun. Complètement. C'est que La ceux communauté qui de destin. brûlent des écoles, des bibliothèques, des mairies, des salles des fêtes, n'ont plus aucune idée qu'il y a un bien commun. Parce qu'en fait, Surtout ce que qu'ils c'est les brûlent, leurs en c'est à plus. eux. Ils brûlent leur propre bibliothèque Et- dans leur et- propre et- quartier. Exactement. Et les magasins à bas prix. Hein. Ouais. Et les magasins à bas prix. Oui, oui. Et ça, c'est l'exemple même de la disparition du bien commun, à laquelle la Macronie s'est largement consacrée. Remise en Bien cause sûr, de la bien loi sûr. littorale, remise en cause de l'Office national des forêts, l'ONF, qui est une merveille au niveau mondial, et on confie la responsabilité des forêts françaises à l'Union européenne, il faut quand même savoir ça. Tout ce qui était nos biens communs est en danger. Parce que c'est tout le débat, c'est qu'il n'y a pas de bien commun européen. Exactement. Et Mais il y a non. des biens communs nationaux Et des biens communs ou locaux. Et Et locaux. oui, Tout à il y a fait. un bien commun national. Oui, François. Je voulais rajouter un élément dans ce côté un peu optimiste. Fabrice disait tout à l'heure qu'il y avait effectivement cette chose que, pour moi, n'est pas... les gens, c'est plus de la conformité. Les gens sont plus que déçus ou désespérés. Ils sont devenus Résignés. Ils sont résignés. Résignés, C'est ils pire que tout. C'est pire que tout. Or, derrière ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette espèce de consensus négatif. Et il y a un auteur qui est un américano-turc qui est très intéressant, qui n'est pas traduit en français, malheureusement, qui s'appelle Timur Kuran, qui a écrit un livre qui s'appelle Private Truth, Public Lies. Vérité privée, mensonge public. Où il explique en vérité gros privée, que les mensonge gens public, ouais, c'est- préfèrent être en paix avec leurs voisins qu'en paix avec leur conscience. Oui. Y compris même dans l'isoloir. Quand il y a une doxa, ils ont tellement ça. peur que dans l'isoloir, ils votent conformément à la doxa, alors qu'eux, personnellement, pensent sont le pas contraire. d'accord, ouais. Donc, Ouais, ils mettent des intéressant. masques. Et plus les choses évoluent, dans le sens négatif, plus ils mettent des masques, mais plus ils se convertissent à l'idée inverse. Au mensonge. C'est-à-dire qu'on peut Ils veulent avoir une rester espèce de conformité presque générale, ouais. avec tout le monde qui pense le contraire. Et dans vous les sa- pays de l'Est, ouais. c'était typique. Mais vous savez comment- et oui. c'est là que je voulais en venir. Non, mais- Ce qui est très intéressant, c'est que quand il y a des résistants, c'est là qu'est notre rôle. Les résistants sont capables de casser ce truc-là, et à ce moment-là, tout se renverse d'un coup. Parce qu'en fait, tout le monde pense le contraire, mais personne ne le voit. Sauf ceux-là qui disent, moi, de toute façon, j'accepte pas. Oui. C'est Solzhenitsyn, c'est Valéza, etc. Et à ce moment-là, ça, c'est typique des situations pré-révolutionnaires. En fait, tout le monde pense non, et tout le monde dit oui. Et à un moment donné, parce qu'il y en a un qui dit non, paf, le non devient majoritaire d'un seul coup, et le oui disparaît, et ceux qui pensent oui se dépêchent de mettre des masques non pour qu'on les reconnaisse pas. Donc ça se joue à l'envers. Non, mais alors, il y a eu Et- quelque chose quand même. Alors, Voilà. je veux dire, par rapport... Non, mais c'est intéressant ce que dit François. Moi, j'ai été très frappé parce qu'on a eu des auditeurs, que ce soit sur Sud Radio et ailleurs, ici à Omerta. Je rappelle, vous vous abonnez à Omerta, hein, tous. Il y a un truc étonnant. Quand il y a eu commencé à avoir, ça fait 3 ans maintenant, hein, l'histoire Covid, quand on a commencé à parler, rappelez-vous que si vous osiez parler d'effets secondaires, vous étiez J'étais la donc comme première à un en horrible parler. complotisme, une espèce de facho, Ouais, ouais. bon. Et tous vaccinés, tous protégés. Et moi, je me souviendrai toujours quand même la séquence la plus zoologiquement historique, c'est Jean Castex qui nous expliquait que si on buvait debout au comptoir d'un café, Ah oui, on oui. attrape C'est ça, le Covid. c'est Et si vous asseyez, vous ne risquez pas le Covid parce que le Covid passe à 1,50 m. Et moins bon. Mais au-delà de cette facétie, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas admettre. Ils se sont fait vacciner. Bien sûr. Enfin, ça commence, mais quand même, il y a non Bien pas sûr. un déni, Il y a mais une dit, honte. mais alors là, qu'est-ce que c'est? Alors, on s'est fait avoir. Et C'est c'est ça. très, très mal vécu. Et là, on voilà. s'est fait avoir. Et La c'est très lucidité coûte profond. cher. Hein. La Hein lucidité coûte cher. Vous Mais avez c'est très oublié- profond, et ça ne se voit pas. Vous avez Et oublié Michel les plages Tribala fait une dynamiques. recension de ce livre Oui, très Olivier. intéressant. Vous avez oublié les plages dynamiques aussi, hein. Parce que Oui. ça aussi, c'est excellent. Marcher quand même. sur Sur les un- plages. Les plages dynamiques où, en fait, on n'avait pas le droit de rester plus de 5 minutes sur sa, Ah sur- oui, sur oui, sa absolument, serviette. absolument. Ah oui, Mais c'est On c'est- s'asseyait, les mecs arrivaient en Voilà, disant, et allez il bouger. fallait pas rester- Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on le voit, c'est plus facile d'être un mouton C'est ça. que d'être un mouton noir.
C'est Voilà. plus facile d'accepter. Dans la vie de Bien tous sûr. les jours, c'est plus facile de Bien dire sûr. oui que de dire non. Bien et là, sûr. on l'a vu, et c'était un test, comme on l'a dit, de test de soumission à des mesures liberticides les plus C'est ça. stupides. Les Voilà. bordels ouverts, mais pas les discothèques. Les ça- boîtes échangistes, Oui, s'il pardon. vous plaît. Et comme me disait Pardon. quelqu'un, Oui, enfin je l'en prie Ça y est, Virginie, moi j'avais un copain, pardon, Non, je mais ne citerai c'est- pas son nom, c'est ce qu'il disait. Non, mais Il disait, non mais c'est un favori des boîtes échangistes, lui il adorait ça, chacun ses plaisirs ou ses vices, et il disait, moi je suis anticommuniste primaire, sauf sur le plan sexuel. Non, mais vous voyez un petit peu, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Non, moi, dans mon entourage, ils sont même fâchés. Ils sont même fâchés, Fâchés, ah oui, de quoi fâchés le fait de leur reprocher, entre guillemets, le fait qu'ils aient accepté quelque chose pour aller manger une pizza. Parce que la plupart l'ont pas fait pour les bonnes raisons, il faut être Mais honnête. s'il y avait eu une expérience à monter Ils sont pour voir fâchés. jusqu'à quel point les populations des soi-disant démocraties libérales Oui. étaient prêtes à obéir aux ordres les plus stupides. Ouais. Et je suis désolé de le dire à un moment où il faut évidemment soutenir les forces de l'ordre. Mais jusqu'où la police et la gendarmerie étaient prêts à faire appliquer à la lettre les ordres les plus stupides, Ouais. Oui. il faudrait se rappeler d'autres moments de l'histoire quand C'est même. ça. Oui. Cette expérience a été réussie. Bien sûr. Ce que vous êtes en train de citer entre les plages dynamiques, entre Ça. debout à prendre un café, assis à prendre un café, un cas on attrape le Covid ou autre, ça veut dire simplement une chose. Ça veut dire simplement une chose, qu'on a changé de paradigme. Avant, c'était le progrès, la vie meilleure pour tous. Maintenant, c'est la peur de la mort. Bah, Je pense que c'est lié au vieillissement de nos populations. On C'est est sûr, prêt mais- à faire avaler n'importe quoi à nos Mais est-ce que populations c'est- vieillissantes Mais au Hervé, nom de la c'est peur de la mort. Pas toujours que, ça. hein, pas que, parce Ça, que les ça, ce jeunes... n'est pas nouveau. Ouais. non, c'est pas Non, mais nouveau, écoutez, j'étais sur des mais- plateaux, je me suis pratiquement fait insulter en Ouais. disant que j'étais assez prudent avant de me faire vacciner. Ah bon Monsieur, vous allez semer la mort autour de Ouais, vous. ouais, Si c'était- vous n'êtes pas Mais c'était vacciné, de on la va tous folie, mourir. hein. Il y a plusieurs paramètres là-dedans, si je peux me permettre, sur un point quand même. C'est qu'au fond, Corneille, non pas l'auteur, mais commissaire du gouvernement, en 1917, sous un arrêt célèbre du Conseil d'État, avait proclamé « La liberté en France est la règle, la police l'exception ». Bah, ça a juste C'est la- changé, en fait. c'est la- Eh oui, c'est ça. En fait, ça a juste C'est ça. changé. Mais c'est en même temps, est-ce que c'est si Ça n'a Est-ce pas que c'est changé, si ça a été étonnant dévoyé. C'est pas pareil. Est-ce que c'est si étonnant? Est-ce que c'est vraiment si étonnant? Au fond, on a privilégié le confort à la liberté. Qui a dit que la liberté était simple? Non, mais c'est pas nouveau, encore une fois. Non, c'est pas Fabrice. nouveau. C'est pas nouveau. Non, c'est pas Rappelez-vous, nouveau. non mais, vous savez, moi, il y a quelqu'un, juste un mot, je ne sais plus, c'est une historienne, qui a dit un jour, mais écoutez, juste une chose, combien de nazis en Allemagne en 1910? Rien, poignée. Combien de bolcheviks en Russie Oui, en 1910? zéro. Rien du tout. Enfin, je veux dire, peanuts. C'est ça. Combien de fascistes en Italie? Rien. C'est une Tout minorité, à fait. pour le meilleur et pour le pire, Voilà. agissante, résolue. Hein. C'est Les Timur gens, Kouran. voilà. Ils ont compris qu'il y avait un mécontentement diffus et il suffit de quelques résistants ou de quelques politiques pour retourner Bien le sûr. consensus en leur faveur. Et il y a Et un deuxième- aujourd'hui, c'est possible. Alors, la question est pour l'avenir, que voyez-vous? Ouais. Je dirais que le propre des révolutions, c'est qu'on les voit venir, mais qu'on ne sait pas le moment. sûr. Alors, c'est pareil. Heureusement. Donc, je d'ailleurs. dirais que l'important, c'est pas de se dire comment est-ce qu'on va construire l'avenir. C'est-à-dire, je pense que ce qu'il faut, c'est le plus important, c'est Être prêt. de décider d'être résistant. Et Je veux puis, dire, le problème- moi, je dirais pas oui parce que tout le monde dit oui. Si je suis persuadé que c'est non et tout me montre que c'est non, je dirais non. Et à un moment donné, ça bascule. Mais on peut François, pas le vous voulez savoir à pas nous l'avance. dire oui à une chanson? Je sais pas si je vais essayer. Hein? Je suis pas tout à fait prêt, mais je vais essayer. Laquelle, par exemple? C'est What a Wonderful World. J'essaye. c'est Hein. optimiste, Vous me hein. pardonnerez si je me. Là, on a un, c'est optimiste. Allez, Voilà, c'est oui, reparti. Non, mais hein. c'est la Sortons un peu, tradition. vive non. l'optimisme. C'était arrangé avec Voilà. André qu'à un moment donné, on enfonce tout le monde Voilà. dedans et puis à un moment donné, Le monde clac. reste on- beau. Hein. Bah oui, J'essaye. le monde reste beau. ouais, J'essaye. effectivement. Je garantis pas. hein. Vas-y. Il faut aller voir, il faut aller chercher. Vous C'est me vrai. dites quand je commence. Et c'est très bien. Avec le verre de vin, ça c'est plus facile. Bah ouais. C'est fait Toujours, pour ça. Hein. C'est fait pour ça. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.
and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Bravo. Super, François. Ouais. Bravo. C'est le verre. Juste un mot, alors, je voulais vous dire, parce que, pensons, vous savez, juste un mot pour un ami qui a un café-théâtre à Paris, rue Nkarenka, Le Grenier. Et vous savez, les petits... je pense que c'est un peu lié à ça. Après, avec la crise du Covid, les petits scènes de spectacle, les petites scènes ont été extrêmement ravagées. Ont été vraiment... c'est-à-dire, ça a été, on a aidé les grands, mais on n'a pas beaucoup aidé les petits, c'est le moins que l'on puisse dire. Et lui, je veux dire, Sébastien Molina, il est au Grenier, rue Rennequin à Paris. Si vous êtes parisien et si vous êtes surtout, vous venez à Paris, allez voir, c'est très drôle, c'est convivial, il a d'excellents chansonniers. Et ce que je veux dire, c'est que ça aussi, ça fait partie de ce que vous parliez tous, le localisme. Je veux dire, les gens, quoi, quelles des initiatives. Ouais. Mais je veux dire, les gens qui font des trucs, qui se réunissent, ok, ils ont 40 places, ils ont 50 places, alors eux, ils passent en dessous des radars. C'est les petits, donc on s'en fout, c'est pas les gros... Et moi, franchement, ça me révolte, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces deux poids, deux mesures ? À qui, et on revient toujours à ça, moi pas en parler, c'est que nous on est tous, bon c'est très bien, c'était l'admiral François Hollande qui disait c'est pas cher, c'est l'État qui paye, mais l'État c'est qui, enfin vous le savez aussi bien que nous, et je veux dire, comment ça se passe, et c'est extraordinaire qu'on arrive toujours à se dire comment va et où va cet argent, comment on le distribue, et je pensais toujours que, enfin c'était assez simple de faire un audit. On est les copropriétaires de la Maison France. Bah, faites un audit, les gars. Mais tu vois, il y a un truc qui me... Je voulais juste raconter un tout petit truc qui me fascine, auquel j'écoute. Je pensais à ça en écoutant la chanson. Quand je vais de chez moi à mes écuries, qui sont du côté de Mantes-la-Jolie, à un moment donné, en revenant, c'est vraiment un détail, mais je passe par une petite route et j'ai au loin une église. Une magnifique église gothique, banale. À quel endroit ? Du côté de Mantes-la-Jolie, en amont de Mantes-la-Jolie. Oui. Je veux dire, une magnifique église du côté de Villette, où j'ai mes chevaux. Et pour le coup, c'est à chaque fois que je passe là, je me dis, il faut voir la beauté du pays dans lequel on vit quand même. Je veux dire, cette église qui a traversé les siècles, qu'est-ce qu'elle a vu de la vie des hommes ? Je veux dire, ces pierres qui ont traversé les siècles, qu'est-ce qu'ils ont vu de la vie des hommes ? Et je trouve qu'en fait, moi, si je devais dire quelque chose en conclusion, je dirais, de grâce, arrêtons de nous plaindre, quoi. Et je dis ça souvent, je suis catholique, et pour le coup, je dis ça souvent aux fidèles qui se plaignent du manque de prêtres, etc. Je dis, mais enfin, je dirais à un moment donné, occupez-les, vos églises. Oui, c'est ça. Je veux dire, occupez-les, vos églises. Faites-en quelque chose de vos églises. Je veux dire, arrêtez de toujours vouloir vivre quelque chose, un monde qui est passé, et de vivre dans le passé, mais ouvrez grand les portes de l'espérance et de l'avenir. Et appuyez-vous sur ce que les hommes qui vous ont précédés ont vécu, mais inventez-le, votre avenir. Et quand je vois ce patrimoine français, alors je me suis amusé à faire Rambouillet-Marseille en voiture, par les petites routes, pour le coup. Mais c'est juste extraordinaire, ces petites villes, tout petits villages par lesquels on passe, qui ont fait l'âme de la France.
1500 ans. Sais-tu quel est le pays le plus pessimiste au monde? Non, C'est la France. Ah Oui, oui, je suis pas Sais-tu étonné. quel est le pays le plus optimiste au monde? c'est l'Italie. Hein? C'est l'Italie. Non, c'est le Pourtant. Nigeria. J'ai passé 40 ans à voyager Ah au ben. Nigeria. Dans mes 10 dernières années de Ils travail, vivent au j'ai jour fait le 44 voyages au Nigeria. Ils vivent Au jour vraiment le jour. dans une, je vais dire, dans une merde Ah, je absolue. sais. Sauf ceux qui vivent bien et qui vivent très, 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 très bien. Ils vivent dans... Et quand on leur parle, Ouais. dans le marché, tout ça, les types qui crèvent la dalle et qui essayent de vivre, etc., Oui, mais ça, et c'est- ils ont les yeux qui brillent en disant, sais. dans 50 ans, on sera les États-Unis. Ils vous disent ça tous, hein. Bon, moi, j'y suis allée pour les dernières élections en mission d'observation. C'est vrai qu'il y a quelque chose de formidable, c'est qu'ils n'ont rien. Ils n'ont Mais ils pas sont accès à d'un l'électricité, optimisme ils n'ont absolu, pas accès à l'eau. absolu. Mais c'est vrai qu'ils se plaignent pas de leurs conditions mais de jamais. vie. Les enfants que j'ai vus avaient un sourire, avaient des yeux pétillants. C'est Mais vrai que c'est absolument. merveilleux. Mais c'est vrai que, pour revenir à la première analyse, pourquoi avoir oublié les petits? Pourquoi toujours les grands? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, si l'Élysée continue à être, conseillé par des cabinets privés comme McKinsey, bien sûr qu'on arrive à ce résultat. Mais bien sûr. Vous croyez que le cabinet McKinsey se balade en voiture, fait le tour de France? Non, Bien sûr, bien ils sûr. prennent leur jet privé, ils vont faire leur yoga à Bali, et après ils vous disent non, interdiction des avions pour aller à Lyon ou pour aller à Marseille. Par contre, c'est les mêmes qui vont à l'autre bout du monde, qui prennent les jets privés. Mais- Je caricature, mais c'est vrai, c'est ça la réalité. Ces mêmes cabinets privés qui, pareil, conseillent la commission. Et moi, je le vois dans les rapports. Aujourd'hui, enfin, quand même, il faut le rappeler, ils veulent interdire les voitures à moteur thermique en 2035. Les Oui, voitures à bien moteur sûr. thermique, c'est ce qui permet à la ruralité, c'est ce qui permet à des gens qui vivent à la campagne de pouvoir accéder aux villes. Et Donc on est surtout- en train de détruire ce microcosme, mais pourquoi? Parce qu'aussi ils votent mal. En plus, C'est c'est des gens basé qui sur votent- un énorme pour mensonge, moi, parce ils que votent- si elles sont propres chez nous, Oui, c'est ça, parce c'est que polluer ailleurs. la Chine Exact. a accepté d'être le pollueur de toute la planète pour fabriquer les voitures en amont. Et les Oui, pièces tout en à amont. fait. Et Donc ça, il y a mais des ça les régions dérange pas. entières, ça Le c'est moteur Guillaume électrique, Pitron c'est qui a juste monté de- ça. C'est juste de délocaliser la pollution. C'est Voilà, délocalisé. c'est ça, la Mais c'est vérité. encore une fois détruire cette société qui, C'est pour ça. eux, vote ça. En mal, fait, c'est ça, qui c'est pense détruire pas bien. et Voilà, c'est détruire ça, c'est le ça. tissu même de C'est la ça. société française C'est ça. ou européenne, c'est vrai. Parce que vous Alors, voyez, maintenant- je reprends l'exemple des boulangers, après je vous laisse savoir. Les boulangers, aujourd'hui, on a, avec la facture énergétique qui a explosé à Noël, aujourd'hui, les boulangers ferment la boutique. Moi, c'est pour trouver un boulanger traditionnel, ça devient difficile. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent mettre la clé sous la porte, et c'est qui récupère? C'est l'industrie à côté. Bien Donc sûr. ils sont en train de construire une société où c'est les gros qui s'en sortent, parce qu'en plus, ils bénéficient d'aides régionales, ils bénéficient d'aides européennes, et on a finalement, et je pense que c'est voulu, où on Mais- veut détruire effectivement les villages. On le voit aussi avec le projet sur la rénovation des constructions. Là aussi, Ah oui, oui. on met en place des cahiers des charges Interdiction, si vous ne intenables. faisiez pas Donc, on interdiction va de louer, détruire. interdiction de... Oui, Ça, c'est le absolument. livre Les Dépossédés. Oui, oui, Je c'est suis ça. dépossédé de ma liberté de rentrer dans l'agglomération, plus seulement le centre-ville, avec mon vieux moteur diesel qui marche C'est ça. parfaitement et qui est d'ailleurs écologiquement excellent, Ouais. puisque le plus écologique, c'est une voiture déjà construite qui continue à rouler, plutôt qu'une voiture neuve en jetant l'ancienne. Ça devrait être le b.a.-ba de l'écologie. La voiture va se La retrouver au deuxième chose, Nigeria. c'est que mon logement, Ouais. je ne peux pas le louer, et peut-être bientôt je ne pourrai plus le vendre s'il est considéré comme passoire thermique. J'ajoute à ça la le folie. fait qu'à partir de 70 ans, il y a la menace par l'Union européenne que les conducteurs doivent passer un examen médical, en gros, soient dépossédés de leur permis de conduire, ce qui À dans les partir de zones 70 rurales ans. est pratiquement un arrêt de mort. C'est ça. Enfin, comment voulez-vous que les Français ne se sentent pas agressés et dépossédés? Bien sûr, bien sûr. Oui, mais Et finalement, Guy, lui, est très intéressant à ce je titre sais. parce qu'il montre, en fait, et ça, c'est un élément d'optimisme, parce qu'il faut quand même chercher l'optimisme dans tout ça, Mais non, qu'en fait, C'est la bien, François. société dont l'élite La a fait diagonale du sécession, vide. en fait, elle s'organise autour de la survie. Et ça, on ne le voit pas. Mais en fait, elle développe des savoir-faire propres que, en fait, l'élite ne voit pas parce que l'élite est autiste. Mais en fait, on la présente comme misérabiliste, mais elle n'est pas du tout misérabiliste, en fait. Mais elle s'organise avec des modes de fonctionnement Ah, c'est Tout à fait. familiaux, Tout à d'entraide, de troc, Ouais, de bien choses sûr. et comme puis ça. c'est le principe Oui, que Fabrice, nous ne voyons pas. de subsidiarité tout court, Oui. en fait. Ouais. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui peut être Société fait. subsidiaire. C'était subsidiaire. je veux dire. Et je Base crois de que localisme. moi, la note d'optimisme qui est la mienne, alors forcément, c'est facile pour moi, j'ai un revenu, voilà. C'est facile d'être optimiste, j'ai envie de dire, quand tout va bien, quelque part. Maintenant, il ne faut pas croire non plus que cette crise, par exemple, m'a rien coûté. J'ai perdu 30% de ma clientèle.
j'ai perdu tous mes associés. Je me suis retrouvé seul. Pourquoi pas à cause de vos À cause partis de mes pris engagements, ouais. D'accord. À cause de mes engagements, je veux dire, et j'ai une anecdote là-dessus, une consoeur, une amie, qui fait du droit médical, un peu comme moi, un peu moins que moi, mais un peu comme moi, en province, a commencé aussi à prendre la parole. Et ses clients lui ont dit, ou tu te tais ou on s'en va. Allez, carrément. Voilà. Moi, ils m'ont dit, ou tu te tais ou on s'en va. Je leur ai dit, partez. Elle leur a dit, c'est pas grave, je me tais. Puis moi, partez, je m'en fiche, pas grave, tant pis. Mais après, ce que je cherche à dire, c'est que la liberté a toujours un coût, un prix, quelque part. Et qu'il ne faut pas être utopiste et croire que... Je le vois dans cette crise des banlieues, tout à l'heure on en parlait, je suis un peu excédé, le mot est faible, quand j'entends des gens essayer de justifier ce qui s'est passé au nom d'une idée de la pauvreté, une idée Donc, comme c'est si pas la les quartiers les pauvreté... plus pauvres, ils sont irrigués Mais par à la le- limite, Oui, les c'est les sous marchands d'excuses. C'est mais je veux tout. dire, mais même si c'était les quartiers les plus pauvres, depuis quand la pauvreté excuse de pouvoir faire des tentatives d'assassinat sur des élus, de Bien pouvoir sûr. piller des magasins, de pouvoir C'est ça. détruire le bien commun, on en a parlé tout à l'heure. Je veux dire, au nom de quoi? Comment est-ce qu'on peut accepter ça? De grâce, n'acceptons pas ça. La limite, elle est là, en fait. C'est certainement pas la violence qui résout les choses. Je le dis depuis 3 ans. Je dis depuis 3 ans, de grâce, ne basculez pas dans la violence. La seule violence acceptable est la violence légitime, celle du juge, aussi imparfaite soit-elle, celle du politique, aussi imparfait soit-il, celle de l'organisation C'est vrai. spontanée. Sauf que, et Fabrice, non mais là on touche au cœur du problème, on va pas partir pour 2 heures, c'est que la violence légitime appartient effectivement au juge ou au politique, encore faut-il qu'il en use comme il faudrait en user. Bon, C'est violence ça. légale et Bien violence sûr. Tout à fait. légitime, C'est pas la même chose. Ouais, Oui. très Parce que bien. quand on voit Là, l'impunité, 3 heures, quand hein. on voit l'impunité dont Ouais. bénéficie un certain Exactement. nombre de gens, Et au moment du Covid, Oui, on et peut la dire façon dont que on punit l'autorité certaines personnes, n'était je pas pense à légitime. Bruno Attal et à Pour autant. son développement, avant même que l'enquête ne soit faite, quoi. non, c'est oui, sur Naël et C'est compagnie. qu'on oui, est bien aussi, sûr. comme l'a dit, la société, la communauté de vues et de biens, c'est important, mais depuis, malheureusement, depuis Macron, c'est plutôt une division qui a été mise en place, une désunion, un rapport de force entre ceux qui sont dans le bon camp, ceux qui sont dans le mauvais camp, entre ceux qui font de la bonne information, ceux qui font de la mauvaise information. Donc on est dans cet état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, la soupape, elle peut exploser du jour au lendemain. On l'a Alors, vu écoutez, malheureusement. Moi, je voudrais vous interrompre un peu, parce que je Oui. trouve que ça devient extrêmement critique envers Macron. c'est... Je tiens à vous dire, Pardonnez-moi. Monsieur Pardon. Macron, non, mais est-ce que, vous savez, Ouais. on nous attend à la sortie, Monsieur Macron est un grand président, Ouais. je tiens à vous le dire, Ouh là là. et tout ce qu'il a fait depuis 6 ans, extraordinaire, et d'ailleurs, nous sommes tous d'accord. Ah ben S'il bien. vous plaît. Oui, Non, non, oui, tout à fait. non, pardon. Pardonnez-moi On pour a- cette Fais-moi un peu sortie. de pravda On ici. applique Non, mais c'est Timo d'ailleurs parce Courane, que- mais on prend tous Au non et on demeurant, dit c'est tous parce que oui. c'est un homme brillant, promis à une grande carrière, qu'on voudrait le voir partir. Oui, c'est Oui. vrai. Hein À C'est un l'OMS homme. d'ailleurs. Oui. C'est vrai. À l'OMS, À l'OMS. Non, mais c'est vrai, une brillante carrière l'attend. Voilà. Tu as complètement raison. Je pense qu'il est tellement Bah, brillant que il le a président pris de la quand même République ne saurait lui convenir. quelques casseroles ces derniers jours, là, parce que dans le monde entier, là, quand on regarde la crise poutinienne d'un côté, la crise française, je ne sais pas où il y a eu une crise, et il me semble bien que c'est en France. Moi, j'ai Que l'impression le que- régime Bon. russe n'a pas tellement été ébranlé par ce qui s'est Attention aux passé. casseroles, parce que j'ai l'impression que plus on a de casseroles, mieux c'est, surtout à la Commission. Je rappelle Mme van der Leyen à la casserole, à son Et ministère de la attention aux Défense. casseroles, Donc, parce que c'est un attention avec sujet les sensible. casseroles, Les casseroles, parce que on est plus on tenus. en a, plus Pour on est certains, promu. c'est très hein. confortable. C'est très Non, mais confortable. honnêtement, un jour, je pense que je suis sûr que ce sera Virgile Geron et Hervé Juvin écriront le roman d'Ursula von der Leyen. Parce que non, mais c'est une série Netflix, c'est ça. Ah, mais Oui, oui, complètement. elle est fabuleuse. Ça s'arrête jamais. Franchement. Alors, la série Netflix, ça serait quand même comment fait rire de nous dans le reste du monde. Oui, ça c'est vrai. C'est à ce Il se point, c'est à trouve ce point. que, Toujours il se trouve regarder que ça. demain, j'ai accepté de faire une conférence en visio pour une des plus grandes universités de Téhéran. Oui. Il se trouve que la semaine dernière, j'ai accepté une interview pour une télévision russe. Il se trouve que cet après-midi encore, j'étais en rendez-vous avec les représentants d'un grand pays de l'Est de l'Eurasie. Le sourire jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce qui se passe en France? Ah oui, ça. Vous qui nous avez donné tellement de leçons. Ah bah c'est ça. ça. Ah bah ça. Votre président qui est venu nous dire Ah bah comment ça. bien gouverner un pays, votre président qui est venu nous dire qu'il fallait assurer toutes les libertés, les droits de l'homme, la liberté d'expression, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre président qui a dit que nos procédures de maintien de l'ordre, on y allait trop fort, il fallait le maintien de l'ordre, il fallait... C'est extraordinaire. Marqué, le moins qu'on puisse En dire ce dans les moment- banlieues, en ce c'est qu'il moment, faut on est être Poutine arrivé doit du se monde. marrer. Hein.
On est la risée du monde. Le moins qu'on puisse dire dans les banlieues, c'est qu'il n'y est pas allé trop fort, pour le coup. Hein Oui. Même On va pas peut-être leur pas du tout. prêcher. Même peut-être qu'il n'y est pas allé du tout. Ben oui, Bah, c'est du ça, tout. c'est ça. Et malgré Non, mais tout, le il y a problème, un- c'est que ça a été toujours la parole, la parole, la Exactement. parole. la Mais notre com, la com, posture la de com. donneur de leçons en ce moment, on est en train de se la La prendre. parole. Vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites, André. Le politique, c'est celui qui a une parole agissante. La notion de parole agissante. Oui. Agissante. Oui, et là, elle est vide. Ça, c'est Oui, mais important. là, on fait de la Absolument. parole. C'est vide. pas une parole en l'air, c'est pas une parole de communicant, la parole du politique. C'est une parole Ouais. qui engage et c'est une parole qui agit. Et c'est ça, en fait. Oui, c'est sûr. Et ce qui distingue la gouvernance du gouvernement, c'est précisément ça. La gouvernance peut se permettre de faire des plans, des protocoles, parce que ça ne l'engage pas. Le Exactement. gouvernement, lui, il a une parole qui agit sur la vie des gens. Ah, c'est très très vrai. Comparer la façon dont Poutine a géré sa gouvernants, crise quand on et est celle dont responsable Macron sur gère la la sienne. Complètement. C'est Et la clair. gouvernance permet. C'est C'est J'ai bien clair. suivi Il les a règles, joué ça c'est de les main de protocoles. maître, c'est la vérité, non? Bah, Le plus grand C'est-à-dire scandale que c'est financier un de la genre dernière année, d'échec. j'ai suivi les règles. Bien sûr. et nous avons des joueurs de canasta. Parce que C'est toute la c'est lui qui a différence, déclenché en fait le coup de force. C'est Oui, pas non, Prigogine qui l'a fait, c'est Poutine. Oui, non. Au départ. Non, honnêtement. Le 12 juin, il a annoncé que Oui. tous les groupes, les 20 groupes, étaient Oui. dissous. Et il n'y en a qu'un, il n'y a que Prigogine qui a dit non. Mais les 19 autres ont accepté de Je perdre sais. leur argent Mais et trucs pour François, rentrer il y dans a une l'armée. chose. En tout cas, c'est très intéressant. C'est en fait une. Non, c'est l'entreprise. Vous ne nous avez pas payé nos gages, c'est Sganarelle. Parce que, attendez, il a pas du tout dénoncé Prigogine nommément. Non. Et Prigogine n'a jamais dénoncé Poutine nommément. Non. Et là, mettant M. Prigogine est en Biélorussie et il va retourner en Afrique avec Wagner, continuer ses exactions. Moi, je crois. Enfin, on verra. On verra qui vivra, verra. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à la com et à la parole, ce que disait Fabrice Divisio et autres, moi, ça me rappelle cette merveilleuse, la plus belle chose sur la communication, c'est Graham Bell, 1899, première communication téléphonique entre Washington et New York. Tout le monde est là, le conseil municipal de Washington, le conseil municipal de New York. Imaginez, première communication téléphonique au monde, on entend des grésillements, Événement. on entend tout Qu'est-ce ça, qu'ils se disent et on entend tout à coup, Washington peut parler à New York, Washington peut parler à New York. Et à ce moment-là, mais est-ce que Washington a quelque chose à dire à New York? C'est ça, voilà. Voilà, Mais, c'est ça. vous C'est savez, ça. Le juste média pour- ne fait pas le message. Pour l'anecdote, j'ai été, dans le cadre du mouvement politique qui est naissant, qui est le mien, j'ai été approché par un spin doctor, finalement d'une équipe assez fameuse, d'un homme politique, d'un candidat à la présidentielle. L'autorité fait faire des choses curieuses, mais... Donc voilà, il vient me voir et il me dit, bon, j'ai le pouvoir de vous faire élire. Je dis, mais peut-être que je ne veux pas être élu, en fait. Ça vous a... Il dit, mais on s'engage en politique pour être élu. Je dis, oui, mais... Si on n'a rien à dire. Enfin, ma foi, bon... Ouais. Ok, très bien. Bon, je mets déclinez-moi donc. Donc d'abord, il commence par m'expliquer que rebâtir, c'est pourri comme nom. Bon, dommage. Ah oui, sur votre mouvement. Euh, vous allez voir. C'est pourri parce que ça demande aux gens un effort et que les gens ne sont pas prêts à faire des efforts. Ah, c'est très joli ça. Ah, j'adore. Vous n'avez quand même pas On peut demandé aux commencer gens par là, des on peut efforts. commencer par là. Ah, c'est formidable Fallait ça. appeler ça renaissance. Et là, effectivement. justement, il m'explique, vous avez d'un côté, donc un qui veut reconquérir et qui se rêve en Charles Martel, Reconquête. l'autre Ce qui n'est pas faux. qui d'ailleurs. effectivement veut renaître et c'est Renaître. Louis XIV, et vous promettez un chantier à 6h du matin en bleu de travail. Bon, déjà, Joli, ouais. alors, j'ai ouais. dit, Pas mais mal. moi je voulais rebâtir ensemble, mais alors, rien de pire. Rebâtir ensemble, voyez-vous. Bon. Et puis, donc, on m'explique, il me dit, bon, les européennes. Oui, les européennes. C'est quoi votre programme pour l'Europe? Ouais. Il y a 5 minutes, on ne se connaissait pas, hein, pas de entrer en débat d'activité, tout de suite. Hein. Et il dit, non, les européennes, c'est une élection gagnable parce que tout le monde s'en fout. Sympa. Un spin doctor, ça. Spin ouais. doctor. Ah ouais. Et donc, il m'explique comment gagner une élection. J'ai un cours. Comment gagner. Bon. Il me dit, il y a une clé de raisonnement très claire. Quel est votre degré de cynisme? Je dis, oh, si vous saviez, je suis avocat. Hein. Sans limite. Et, il dit, bon, quelle est votre capacité à mentir? Je vous pose la question très clairement. Est-ce que vous êtes prêt à mentir, et mais mentir pas un petit peu, mentir. Bien, massivement. Je dis, mais ça veut dire quoi, mentir? Mentir, ça veut dire mentir. Ne commencez pas avec vos questions complexes. Mentir, ça n'est pas autre chose que mentir. Fort bien. Je lui dis, écoutez, je ne sais pas. Il dit, ah, vous ne serez pas élu. Et, Donc la consultation. Voilà. Consultation. Ça a été Ah, rapide, hein. je dis merci. Dis donc, je ne peux pas vous aider. En même temps, je vous ai rien demandé, donc tout le monde est content, en fait. Mais non, vous ne pourrez pas vous présenter à une élection, quelle qu'elle soit, même municipale, monsieur.
si vous ne mentez pas. Il faut accepter cette part de démagogie. Sinon, effectivement, mais je crois, monsieur, que vous avez 30 ans de retard. Oui, c'est ça. Et c'est ça la différence aujourd'hui, c'est que les gens, ils décodent les messages et on le voit bien. Oui, ils savent. À titre personnel, maintenant, on le voit bien. Ce que je disais tout à l'heure, la sincérité, ça se paye. Et on le voit maintenant au travers de certaines élections. Mais et je pense que c'est ce qui fera la différence dans la prochaine élection, parce que ces deux crises nous ont recentrés. Déjà, elles ont fait appel à nous-mêmes, à chercher chez nous des énergies qu'on n'avait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est révélés. Bien sûr. Et on s'est retrouvés tous, à un moment donné, à prendre position. Pas facile. Bon, est-ce qu'on reste le mouton blanc ? Bon, moi, j'étais un peu déjà bien marquée. Mais est-ce qu'on assume d'être vraiment un mouton noir ? Et ça a permis à certaines personnes, et je le vois autour de moi, des inconnus, ils se sont révélés. Et je pense que c'est ce qui fera la différence dans les prochaines élections. C'est nous, en tant que politiciens, bon, moi, je ne considère pas comme ça parce que je ne suis pas née dedans et que j'apprends toujours tous les jours. Mais les gens, ils ont besoin de ça, de comprendre, d'analyser. Et je le vois à titre personnel, et puis on le voit avec certains autres élus, ils arrivent à décoder. Et la différence, ce sera, est-ce qu'on continue à voter des gens qui finalement, ils ont voté une étiquette à un certain moment, d'ailleurs sur les affiches, c'était que, pardonnez-moi, je vais encore parler de lui, Emmanuel, ou alors des gens qui connaissent, qui se sont bien implantés sur le territoire et qui font confiance parce qu'ils ont un parcours politique et puis ils ont une certaine sincérité. Et je pense qu'il faut humaniser le politique. Et là, Macron nous a démontré l'inverse et je pense que c'est ça notre carte. Et je pense que, je parle pour ma patronne, mais Marine, là-dessus, il n'y a pas plus humaine qu'elle, elle est très proche des gens. En plus, c'est elle, quand elle fait des marchés, quand elle va, même Jordan, ils sont très proches. Vous n'allez pas nous faire l'apologie maintenant. Non, mais je pense que d'une manière générale, c'est ce qui va compter aux prochaines élections. Ce que vous dites, et qui m'a frappé quand même, c'est Jean-Frédéric Poisson. Et Jean-Frédéric Poisson, que moi j'aime énormément, et qui était implanté, donc député de la 10e de Rambouillet, et avec une implantation locale très très forte quand même. Et c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un qui est présent. Sur l'implantation. C'est quelqu'un qui est présent. Il a été battu par Aurore Berger, que personne ne connaissait. Mais c'était la première, c'était au tout début du mandat. Tout le monde y a cru. Tout le monde y est allé comme ça, les yeux fermés. Tu aurais pu faire une chèvre avec... Mais oui, on se rappelle, il y a eu des affiches dans ma comme ça. circonscription des Yvelines, qui est la 9e, pareil, c'est le responsable, le président comment ça n'a plus rien à voir. Mais ça n'a pas marché au second. Qui a été élu, alors qu'il était inconnu, mais il a mis son étiquette... Macron, il est passé. Mais pour revenir à ce que vous disiez, il y a une phrase de Kennedy qui est intéressante. Il dit « Quand les temps deviennent durs, ce sont les durs qui se mettent en route. » Pas les durs, mais les forts qui se mettent en route. Et c'est ce qui se passe. À ce moment-là, ça réveille un certain nombre de personnalités qui disent moi, non, de toute façon, on peut me découper en rondelles, j'accepte pas. Et je le ferai jamais. Ouais. Donc, on est prêt à payer. Alors, mais puisque les forts vont se mettre en route, je propose finir, non pas en chanson, mais en musique. Jean-Luc, que tu nous fasses un blues très, tu vois... Et je vais essayer de vous improviser, on va finir par ça d'abord. Merci, vraiment. Merci à Virginie Joron. Merci à Hervé Juvin, merci à Fabrice Divisio, merci à François Martin, vous avez tous... vous avez été, voilà, c'est la sincérité du bar. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours préférer le vin d'ici à l'au-delà. Oh, c'est beau. Bien. Comme disait Pierre Dac. Et moi, je vais essayer de vous improviser, vraiment, ça. Mais complètement improvisé. Je sais pas ce que ça va donner, c'est peut-être nul, mais ça va rien. Pourquoi nous prennent-ils pour des cons ? Pourquoi on tourne en rond ? Pourquoi le virus a la vie dure ? Pourquoi ne peut-on plus voir de l'eau pure ? Pourquoi le mensonge à droite cité ? Pourquoi cette vulgarité ? Pourquoi ces mots enferment d'ersatz ?
Pourquoi Carglass remplace et déplace? Pourquoi les Pokémon transgenres font danser la France? Douce France, cher pays de mon enfance, tes magasins sans insouciance, Black Friday pour solde de tout compte. Tout doit disparaître. Changement de propriétaire. Et nous nous retrouverons un peu éberlués, tous et tous le cul par terre. Mais l'espoir est au bout du chemin. Continuons. La lucidité, la blessure la plus proche du soleil. Continuons à ne pas jouer les autruches. Pas de tête sous terre. Toujours en l'air. Colonne vertébrale. Cohérence. Et puis, le vin, le jambon, le saucisson pinard. Et boire un petit coup sera toujours agréable. Merci. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Ta tête cognée sur les rochers, ding, ding, poussée par les vagues de la jetée, ding, ding. Ton corps suivait tout relâché, ding, ding, tout nu comme un nouveau-né, ding, ding. Tu voulais regagner la terre, ding, ding, comme autrefois les mammifères, ding, ding. الفرنسيين ما يعطونا خير. Mais ces derniers étaient vivants. Ding, ding. Pour toi, il n'en est plus question. Ding, ding. Yeah, I was pregnant with Miriam because of rape.